alors, voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, il faut que je vous en parle, puisque cette semaine, j'ai eu une sorte d'illumination, une épiphanie, pourrait-on dire, compte tenu du sujet, vous allez comprendre. Je tiens, mais très très fort, le pitch de la prochaine grande fresque historique de Pathé. Je l'ai écrit, je leur ai envoyé, je vous le lis. Ah oui, vas-y, plaisir. Écoutez, 1429. Dans un monde où la France sent le fromage et la défaite, une femme va tout changer. Elle n'a pas d'armée, elle n'a pas d'expérience, elle n'a que la voix de Dieu dans sa tête et une épée trop grande pour elle, et un six-pack impressionnant pour l'époque. Jeanne, elle a entendu l'appel, elle a répondu présente, elle a botté le cul des Anglais, découvrez l'histoire vraie d'une pucelle de 17 ans qui a sauvé la France elle toute seule dans son armure, avec des petits seins d'acier qui brillent dans la lumière du soleil couchant, devant une armée d'hommes et de chevaux en larmes. Jeanne d'Arc, elle était différente, elle était courageuse, elle était en feu, au sens propre. Mais bon, on va peut-être pas s'attarder là-dessus, pardon. Avertissement, ce film est basé sur des faits historiques, enfin, sur certains faits historiques, les faits historiques qu'on a gardés, hein, les autres ont été coupés pour des raisons de rythme narratif, notamment le procès, qui était un peu compliqué, la trahison du roi qu'elle avait pourtant sauvé, qui était peut-être un peu gênante, les voix dans sa tête, qui posaient des questions théologiques un peu délicates, avec Léa Seydoux dans le rôle de Jeanne, Cadmerade dans celui du roi Charles VII, et Jean Reno fait la voix de Dieu, et le tout est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis. Hello. C'est les chevaux qui étaient en pleurs? Ouais, bah aussi, tout le monde. J'ai une question, mais Luc Besson, il a pas déjà fait ce film? Si. Le Puceau. Mais avec mais pas avec Léa Seydoux. Non, parce que là j'avais pensé de le faire en 3 parties. Putain, non. Partie 1, Dieu m'a dit Dark. Partie 2, Orléans, on y va. Et partie 3, Jeanne, j'ai chaud. T'imagines 2 heures de feu. Pas d'interruption. Allumer le feu. Réalisé par Gaspard Noé, la 3e partie. Par exemple. la plus intéressante des 3 par ailleurs. Par exemple. Non, Martin Bourboulon est déjà sur le coup, je crois. Et peut-être un petit mot, car l'été approche. Peut-être pouvons-nous révéler et lever le voile sur notre grande saga de l'été que vous pourrez retrouver à partir du 22 juillet pour nos petites Josiane, puisque ce sera le mercredi, et le vendredi pour tous les autres. Qu'est-ce que nous avons préparé cet été, Alexis? Plein de petites joyeusetés, puisque bon, vous le savez, si vous n'êtes pas un auditeur récent de Réaliser sans trucage, si vous êtes un auditeur ou une auditrice récente, on va refaire un petit topo. La saga de l'été sont des épisodes qu'on sort donc pendant l'été, pendant nos vacances à nous, histoire que vous puissiez quand même garder un petit peu de votre podcast favori pendant la coupure estivale. Et donc, c'est l'occasion de faire un peu d'introspection, de revenir sur nos souvenirs de cinéphiles. On a fait plusieurs saisons déjà de la saga de l'été, et on a commencé à faire un petit peu le tour des sujets importants, sauf un, qui est justement celui qu'on va adresser cette année, qui est la question de l'humour au cinéma, nos premiers souvenirs de comédie, nos meilleurs souvenirs de comédie, qu'est-ce qui nous fait rire, qu'est-ce qui nous fait pas rire, qu'est-ce qui nous fait plus rire, qu'est-ce qui nous fait plus rire, et donc voilà, on s'intéresse un peu à tout ce paysage-là, dans la joie et la bonne humeur, puisque c'est de circonstance, avec évidemment une nouvelle manche impitoyable de Pas vu pas pris, spécial comédie. Spécial Summer of LOL. C'est notre Summer of LOL. C'est le Summer of LOL, bien sûr. Absolument, et donc ce sera à partir du 22 ou du 24 juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Et cette semaine, pour ces mêmes petites Josiane chéries d'amour qu'on embrasse, chut, la colline. Même si vous êtes ici exclusivement pour les beaux yeux d'un podcast cinéma, déjà c'est bête, les podcasts n'ont pas d'yeux, et que vous ne goûtez pas spécialement les jeux vidéo, vous avez dû entendre parler de Silent Hill. Parce qu'on en est à 3 adaptations cinéma, dont 2 mises en scène par Christophe Gans, et peut-être parce que Silent Hill étant considéré comme un jalon fondateur en matière d'horreur, d'écriture et d'exploration symbolique pour ce qui est du jeu vidéo, peut-être que cette saga ne vous est pas totalement inconnue. Voici néanmoins un bref rappel. Il était une fois un genre qui n'était pas encore un genre, le survival horror, soit la peur en jeu vidéo.
avec pour unique porte-étendard international Resident Evil, une sorte de grosse Bertha inspirée du pionnier Alone in the Dark, mais dont il faut bien admettre qu'au mi-temps des années 90, seuls les puristes se souciaient de rappeler l'affiliation. Allez, c'est le gag à retardement. Il est super, mais il est super. D'après une histoire fausse, Simon, tu me parles de Silent Hill. Oh oui. Ah, il l'avait pas, alors c'était sa propre émission. Oui, ça fait quelques mois maintenant que j'ai un petit peu modifié d'après une histoire fausse pour parler non plus des liens entre littérature et cinéma, mais entre jeux vidéo et cinéma. Et vous le savez, on a souvent causé, et on cause très souvent, des films légendaires de ceux qui n'ont pas eu lieu, le Dune de Jodorowsky, les Croisades de Paul Verhoeven, mais il se trouve que dans le jeu vidéo aussi, il y a des œuvres qui n'ont pas eu lieu et qui pourtant ont influencé tout le médium. C'est le cas de Silent Hill, ou plutôt de Silent Hills, et j'avais très envie d'en parler parce que c'est un jeu qui n'a pas eu lieu, c'est un jeu qui, pour des raisons que vous découvrirez si vous ne le connaissez pas déjà le sujet, qui a marqué plusieurs générations de joueurs et qui n'est pas sans lien avec le cinéma, parce que si cette année on fait le Summer of LoL, il n'y a pas si longtemps on avait fait le Dark Summer. Oui. Et bien voilà, ça c'est pour nos petites Josiane. N'oubliez pas que vous pouvez toujours et à tout moment vous abonner avec notre formule Josiane 45 ans si vous voulez profiter de ces contenus exclusifs chaque semaine et de plein d'autres bonus et des épisodes en avance sur celles et ceux qui n'ont pas la chance d'être une petite Josiane d'amour. Allez, on passe au programme de la semaine. Cette semaine, c'est des héros à gogo. Ma cousine, cette héroïne, mon surfeur, ce héros, mon Robin, ce vieux héros. Mais on commence par la moustache qui a changé l'histoire de la France, mesdames et messieurs. Vous l'attendiez avec impatience après l'ampleur inattendue de l'épisode 1. Il est arrivé plus tôt que prévu compte tenu du bide total du premier volet. Le voici, le voilà, c'est le retour du général qui parle de lui à la troisième personne et qui reste immobile dans les explosions d'immeubles. J'ai cité De Gaulle, celui qui ne débande pas. Arriving on the scene is the General Giraud who will lead the French forces into battle. L'armée du général Giraud reprend la main. Vous ne comprenez rien à la politique. La bataille de Gaulle, j'écris ton nom. Alors c'est pas puberté, hein, c'est liberté. Bref, j'écris ton nom puberte, pardon. Tu l'as déjà fait la semaine dernière. Oui, je sais, mais ça me tu l'as refait parce que j'ai revu le sketch et il est vraiment très très drôle. D'Antonin Baudry avec Simon Abkarian, Nils Schneider, Anna-Maria Bartholomei et Thierry Lhermitte. Simon, comment as-tu apprécié ce deuxième cru ? Pas du tout. Bon, je vais être rapide comme c'est notre premier tour. Qu'est-ce qui reste à un gros nanar débilos quand on enlève sa dimension nanar ? Il reste un gros débilos. Donc c'est pas très satisfaisant comme visionnage, surtout que c'est interminable. On tutoie les 3 heures. Néanmoins, et j'en conclurai là pour ce premier tour, j'aimerais reconnaître au film la grâce de vraiment s'être pensé en système, c'est-à-dire que le premier volet commençait par une séquence d'une connerie abyssale que tu citais il y a quelques instants, Nicolas, le fameux est-ce que j'ai une tête à débander ? Et là on termine pas par une séquence on va dire, mais par une intention non moins idiote, vu que ce film consacré à la Seconde Guerre mondiale et au rôle important que tint le général de Gaulle durant cette période historique, on termine avant la fin de la guerre. C'est pas un truc audacieux, ça ? C'est-à-dire qu'on termine avant la défaite de l'Allemagne. Voilà, je dirais, pour moi, c'est le genre de... On termine à la libération de Paris. Oui, on termine à la libération de Paris, mais enfin, la libération de Paris... Voilà, attendez, je rentrerai après dans le détail, mais la libération de Paris, c'est pas la libération de la France. Oui. Et la libération de Paris et la non-libération de la France, c'est encore moins la défaite de l'Allemagne. Donc voilà, pour moi, c'est une sorte de choix qui illustre l'idiotie, l'incompétence et je dirais la hideur morale du film. Arthur. Alors, je rejoins un petit peu Simon, mais moi, au contraire, ça m'a fait du bien de ne pas retrouver cette espèce de lourdeur comique que je trouve absolument ratée. Je voyais bien que Baudry voulait faire dans le premier une espèce de personnage de BD un peu à la Quai d'Orsay, mais je trouve que ça marchait pas du tout. Là, au moins, on est dans un film qui est beaucoup plus premier degré, qui est beaucoup plus frontal, qui assume beaucoup plus, en fait, de laisser durer les choses. Par exemple, j'aimais pas du tout la vision qu'ils avaient de la vision de metteur en scène de Bir Hakeim, où je comprenais rien à la caméra, au déplacement, etc. Là, on a une autre séquence de guerre où c'est un peu mieux ficelé, ça fonctionne un petit peu mieux, c'est pas grand chose, mais je trouve que le film est un peu formellement plus réussi et il se fout moins de ma gueule, il essaye d'être plus frontalement premier degré, donc en ce sens-là je le trouve meilleur. Moi j'ai un autre problème, outre que fait effectivement il se termine un peu trop tôt et que c'est très bizarre et qu'il fait encore des choix d'ellipse et de narration trop bizarre, bref, je terminerai mon premier tour là-dessus, mais je peux pas m'empêcher quand même,
Parce que le premier m'a un peu pris pour mon couillon en me disant je te raconte l'histoire, mais en vérité il me racontait pas l'histoire. CF, souvenez-vous l'émission où on racontait que le résistant était en fait le résistant dont on parlait qui était Fernand Bonnier de la Chapelle, qui on représente comme un fervent gaulliste et qui est pour la France était en fait un royaliste d'extrême droite. Donc à partir de ce moment-là, moi je me méfie du film et de ce qu'il veut me raconter. Et bien à partir du moment où je me méfie, moi la fin me pose vraiment question. Parce que je me demande à plein d'endroits. Je suis pour on est évidemment embarqué dans ce récit, on est pour le camp de Gaulle, il n'y a pas de sujet, mais je trouve que dans la manière de mettre en scène les conflits, de mettre en scène les réussites, de mettre en scène la manière dont tout récit de façon américaine, etc., à vouloir faire un récit à l'opposé des films de propagande américains, j'ai l'impression que je suis face à un film de propagande français en fait. Ouais. Et ça me gêne un peu. En fait, il y a un mot qui existe quand on change et qu'on modifie l'histoire, ça s'appelle du révisionnisme. Donc, alors, c'est un mot qui est très chargé, très connoté, donc je l'utilise avec beaucoup de guillemets, mais le premier raconte l'histoire n'importe comment, transforme des choses, nous donne une vision faussée de l'histoire. Alors, vous me direz, c'est du cinéma, c'est de la fiction, pourquoi pas, mais enfin, le problème, c'est que là, il se passe quelque chose qui est, à mon sens, gravissime, c'est que le film se permet ce truc qui, pour moi, finit de le disqualifier totalement, c'est qu'il mélange des images d'archives avec des images de fiction en les retraitant. C'est-à-dire qu'il y a des images où on met au même plan exactement des images d'archives du débarquement et d'un seul coup, on voit l'acteur qui joue Churchill. L'image est traitée exactement de la même façon et donc on mélange de la fiction et des images d'archives. Donc on réécrit l'histoire à sa façon. C'est un film qui réécrit l'histoire. Encore une fois, c'est quand même, enfin voilà, je trouve que là il y a quelque chose qui est absolument inexcusable parce que ce procédé-là rend la réécriture de l'histoire confusante pour les gens qui voient le film. Tout le monde n'est pas censé être spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde ne connaît pas dans le détail ce qui s'est passé, le rôle de Gaulle, le rôle, l'opposition qu'il peut y avoir entre De Gaulle et Giraud. Et donc du coup, c'est très dangereux parce que on se substitue finalement à l'histoire en créant cette espèce d'objet bâtard, de roman national, un peu propagandiste, totalement faux. Et en fait, je trouve ça bête et dangereux, d'autant que le film est toujours aussi con. Il y a une petite substitution. Bon, je parlerai de Leclerc dans un deuxième temps, de Leclerc Desert Storm. J'avais bon, mais pour vous donner, j'avais très très bon avec De Gaulle Origins, parce que donc déjà Leclerc Desert Storm, c'est vraiment une partie du film. Deuxième chose, quand même, pour vous donner aussi le manque de sérieux de cette production, il y a une scène à la toute fin, lors de la libération de Paris, de la prise d'assaut de l'Hôtel de la Monnaie. Eh bien, il y a une partie, je suis désolé de le dire, des Allemands qui se cachent derrière une carcasse calcinée de 2 chevaux. La 2 chevaux a été produite à partir de 1949. Voilà, c'est ça le sérieux de ce film. Non mais et je le dis, vous vous souvenez, j'en ai parlé dans The Good Origin. Ben voilà où on est en fait. Voilà le manque de sérieux de cette entreprise. On en est en fait au même stade que le Uranus de Berry que Danet avait défoncé dans un article resté célèbre, et il le défonçait sur un point de détail qui n'en est pas un, qui est que donc à un moment dans Uranus, film sur la France de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation réalisé par Claude Berry au début des années 90, il y a un moment un personnage qui lit un magazine, je sais plus quel magazine en question, mais elle lit un magazine dans son lit et l'exemplaire qu'elle a entre les mains est clairement un exemplaire d'époque. C'est un magazine qui est vieux. Le papier est jauni, un peu corné. Or, dans la diégèse du film, le magazine, il vient à peine de sortir de la presse. Il devrait être flambant neuf. Ils n'ont pas pris la peine de le reconstituer parce que, et c'est toute la thèse que développe Danet, c'était pas un film historique. C'est un film qui, justement, jubilait de regarder le passé comme une espèce de ramassis de vieillerie. C'est un peu la même chose avec De Gaulle partie 2, et en vrai, une image vaut mieux que 1000 mots, donc pour ce premier tour de table, moi j'en resterai là, mais il y a une image dans le film qui explique très bien ce que veut faire Antonin Baudry, et pourquoi moi j'ai un problème avec ça. C'est un moment, donc il y a une famille qui est interpellée par la police de l'État français, précisément parce que c'est une famille qui a des sympathies gaullistes revendiquées, et un des jeunes hommes de la famille essaye de s'enfuir, il est malheureusement abattu sur le trottoir comme un animal, quoi. Et le leader de l'escouade policière s'approche de lui et retire de son corps un pendentif à l'effigie de la Croix de Lorraine, le symbole de la résistance gaulliste.
Donc Baudry nous dit très clairement, et avec une grossièreté quand même assez spectaculaire, il fait un parallèle entre la croix de Lorraine et la croix chrétienne, puisque les deux sont portés au même endroit. Donc en fait, tout est dit à partir de là. On est dans une commémoration, on est dans une optique d'iconisation à outrance de tous les acteurs et de toutes les actrices de cette époque-là, qu'ils soient réels ou fictifs. Et à partir de là, le film n'a strictement plus rien à raconter, puisque la commémoration, par nature, c'est forcément consensuel, c'est forcément superficiel, c'est forcément... ça ne raconte rien de ce que justement on commémore. C'est tout le paradoxe de la commémoration. Quand on va sur la tombe du soldat inconnu, qu'est-ce que cette tombe, fondamentalement, nous dit de la Première Guerre mondiale, matériellement ? Rien du tout. C'est pas ça la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est pas une jolie sépulture bordée de pavés avec cette flamme qui ne s'éteint jamais. Non, la Première Guerre mondiale, c'est une boucherie comme l'humanité n'en avait jamais connue. Donc, évidemment, c'est un symbole, tout le monde sait que c'est un symbole, tout le monde sait que ça ne représente pas la Première Guerre mondiale pour ce que c'est, donc c'est pas un problème. Là, on est sur une espèce d'entre-deux qui est très gênant, parce qu'effectivement, on est sur un film qui a la prétention d'ouvrir une fenêtre vers l'histoire, alors qu'en fait, cette fenêtre, il y a un volet devant, et c'est le volet de la commémoration, et ça, c'est un vrai problème. Simon. Alors c'est intéressant parce que vraiment je trouve que le film est minable à peu près en tout point, les mêmes problématiques techniques, les mêmes problématiques dramaturgiques et les mêmes incompétences de montage, hein, grosso modo, même s'il n'y a pas des erreurs aussi délirantes que dans le premier. Voilà, donc je veux pas le défendre, mais ce qui m'interpelle et m'intéresse, c'est que moi par contre j'ai pas foncièrement de problème ni avec sa nature de propagande, ni avec le fait qu'il réécrive l'histoire. On a déjà discuté des sujets voisins à ce micro. Je considère qu'il n'existe pas à proprement parler de film historique. Il y a des films qui se passent dans un cadre au passé, qui se conjuguent au passé, mais par nécessité, par nature, ce sont des évocations, des rêveries, des fantasmes. Ils peuvent éventuellement nous apprendre des choses sur un état d'esprit, éventuellement nous apprendre des choses sur vraiment un point de détail historique, mais pas être historique à proprement parler. Donc moi, j'en veux pas au film d'être de propagande. Je lui en veux pas en soi. Mais je trouve qu'il le fait d'une manière qui me navre. Mais c'est un film falsificateur, Simon. Enfin, je veux dire, tous les films historiques le sont. Là, il est falsificateur ouvertement, volontairement. Enfin, mais attends, mais encore une fois, moi, mon problème n'est pas le fait qu'il falsifie. J'estime qu'il falsifie n'importe comment comme un demeuré. Voilà, bien sûr. Mais je vais y venir. D'accord. Tu vois, par exemple, celui qui joue Roosevelt, c'est Campbell Scott. J'ai rien contre Campbell Scott. C'est littéralement le comic relief du film. Alors, c'est à la fois... C'est la petite créature drôle. C'est à la fois le comic relief du film, mais aussi et surtout, Campbell Scott, c'est vraiment le méchant, huileux, haut fonctionnaire, dans les rôles qui lui sont donnés traditionnellement, notamment dans des séries américaines. C'est-à-dire que c'est vraiment un méchant cheap. C'est un mauvais méchant. Alors, moi, j'ai rien contre le fait qu'on décide de dire que le rôle des États-Unis est quand même moins glorieux et moins positif qu'il ne le fut. Vraiment, alors, ça me pose aucun problème, mais essayer de traduire ça à travers le casting de Campbell Scott, pour moi, c'est déjà aberrant. Et pour moi, enfin, ce deuxième volet, c'est terrible parce qu'il vient me prouver la vanité et l'inanité du projet dans son ensemble. Qu'on veuille me raconter comment et pourquoi De Gaulle a été un grand homme, dans le sens où on l'entend traditionnellement. Hein. Je ne veux pas là discuter ses qualificatifs. Je n'ai pas de problème a priori avec ça. Mais décider que ce qu'il y a à dire de Gaulle, c'est la période de la guerre, sur 5 heures quasiment, bah ça, mais les bras m'en tombent. Voilà un type, et encore une fois, attention, je dis pas du tout ça en ayant des vues polémiques, c'est pour relever des points dramaturgiques qui pourraient être passionnants. Quelqu'un qui a participé d'une façon que l'on apprécie ou pas, mais à la modernisation de la France, à une partie de son redressement économique, de sa légende, parce qu'il y a beaucoup de mythes et de mystifications dans le parcours de Gaulle, mais qui lui a donné une nouvelle constitution, et tout ça en venant de l'extrême droite maurassienne la plus craspec. Donc il y a un parcours incroyable, et dire que De Gaulle, c'est ce momentum-là, c'est ce moment de la guerre, alors que c'est peut-être pas celui où lui a été le plus décisif, je suis navré de le dire, je trouve déjà que c'est un espèce de choix qui est tellement petit bras, tellement narrow-minded, mon Dieu, c'est terrible, pourquoi est-ce que je fais des anglicismes comme ça, fermé d'esprit, d'une telle étroitesse d'esprit que tout le film est condamné. Tout le film est condamné. Et c'en est terrible parce que, enfin vraiment, c'est un film dans lequel il n'y a rien à sauver. Et en plus, tout ça est fait avec un esprit de sérieux, c'est-à-dire que tu sens que le film, j'ai l'impression que le film se veut et se pense comme étant fait pour que des générations et des générations de lycéens et de jeunes Français le regardent. Mais c'est ça. C'est ça le problème. Que ça se substitue à un document historique, c'est bien ça le problème. Mais c'est pas le problème, c'est le cas potentiellement de tout film historique. Il n'est pas plus coupable que d'autres. Sa seule culpabilité, c'est qu'il est débile. Et en fait, si tu as cette ambition-là, tu te dois quand même à quelque chose d'un peu élevé. Et moi, je pourrais tout à fait trouver le film bon en étant en profond désaccord avec lui.
Mais il a même pas la politesse de ses ambitions. Je me suis trompé, pardon. Le comic relief, le ressort comique, c'est Churchill. Oui, comme dans le premier. Simon Russell Beale. C'est l'une des répliques qui montre vraiment la bêtise de l'écriture. À un moment donné, Churchill se redonne. Alors déjà, tout le monde picole tout le temps. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre d'alcoolo. Hein. C'est le passé. Ils sont toujours en train de boire de l'alcool. C'est le syndrome Mad Men. Brandy, voilà. Donc, non, mais c'est même se dire qu'il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Après, Churchill était un poivreau de première. Oui, non, mais peut-être. Mais enfin, je veux dire, ils sont tout le temps en train de picoler, tout le temps en train de boire du whisky. Bref, peu importe. Et il a cette réplique. I never thought the heavier cross to bear in my life would be the cross of Lorraine. T'es là genre, mais vous êtes vraiment sérieux en fait? Là, pour ceux qui parlent pas anglais, je n'aurais jamais pensé que la croix la plus lourde que j'aurais apportée dans ma vie serait la croix de Lorraine. Et puis tout est faux dans le rapport avec Churchill. Enfin, encore une fois, moi mon problème c'est la mystification. Oui, mais en fait, alors là pour le coup, je suis obligé de me ranger du côté de Simon. La mystification, c'est jamais un problème en soi. Jamais. Ce qui est un problème, c'est quand tu mens au spectateur. Et c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand Robert Zemeckis fait Forrest Gump, évidemment que rien de ce que te raconte Forrest Gump n'est vrai, tu vois. Sauf que le film est honnête. Le film te dit, je vais faire n'importe quoi avec l'histoire. Je te préviens tout de suite. Moi, j'ai inventé un personnage qui a, à lui tout seul, révolutionné la culture et l'histoire américaine. Et qui est un chien dans un jeu de quilles. Voilà, qui est un chien dans un jeu de quilles. Et tu vas croire que c'est vrai pendant 3 heures. Parce que je te le demande. Voilà, mais je suis honnête avec toi. Quand Tarantino fait Inglourious Basterds, évidemment qu'il en a rien à branler de la cohérence historique. Il est pas là pour ça, tu vois. Et tu peux faire ce que tu veux avec ça. Le problème de la bataille de Gaulle, et à mon sens, comme c'était déjà le problème des Rayons et des Ombres, c'est que c'est des films qui sont vendus, marketés autour de leur contenu historique, autour de leur portée historique. Et ça, c'est un problème. Et moi, je suis critique avant toute chose, je suis spectateur. Quand je réceptionne un film, je le réceptionne forcément avec en tête les bandes annonces, les interviews, les affiches, tout le contexte qui a nourri, préparé la diffusion du film. Bah là, je suis désolé, quand tu repenses à ce que les acteurs, à ce que Antonin Baudry lui-même disait du film à Cannes, ils sont tous persuadés d'avoir fait un film qui va permettre aux gens de mieux comprendre qui était De Gaulle. Bien sûr. Or, c'est une fiction grossière, avec laquelle on peut avoir énormément de réserves, j'en ai plein, mais ça reste une fiction. Si le film était marketé comme une fiction, c'est-à-dire que si Antonin Baudry était arrivé et avait dit, bah voilà, moi je me suis toujours imaginé De Gaulle comme ça, et j'ai décidé que, parce que le cinéma me le permet, j'allais vous proposer mon De Gaulle. Et puis voilà, prenez-le ou ne le prenez pas, mais c'est le mien. Faites-en ce que vous voulez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Après, je juge le film sur pièce, mais j'ai pas de problème avec ça. Là, le souci, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un film qui se présente comme une leçon d'histoire, alors que c'est une vulgaire commémoration fallacieuse. Et ça, c'est un énorme problème. Et je terminerai quand même sur ce point-là, parce que c'est important. Preuve en est que la commémoration au cinéma, surtout quand elle n'est pas assumée, c'est un énorme souci. Si vous vous êtes déjà promené dans les rues de Paris, vous avez certainement vu, ici et là, sur les devantures des immeubles, des petites plaques qui vous disent « Ici, machin est tombé pour la France, pour la libération de Paris ». Il y en a partout des plaques comme ça. Faut bien vous représenter, parce que c'est pas toujours facile, hein, en dépit du fait que c'est marqué dessus, mais c'est parfois difficile de se le représenter. Il y a 80 ans et des brouettes, le jour de la libération de Paris, à l'endroit de cette plaque, il n'y a pas une plaque, il y a un cadavre. C'est hyper violent, la libération de Paris. C'est une guérilla à ciel ouvert. Le film nous fait une demi-heure de libération de Paris, il n'y a pas une goutte de sang, il n'y a pas un cadavre. Pourquoi il se permet ça? Il se permet ça parce qu'encore une fois, on est dans la commémoration. Donc on n'a pas besoin de filmer la guerre pour ce qu'elle est. On a juste besoin de filmer une certaine idée de la guerre, une certaine idée de la résistance, une certaine idée du peuple qui se dresse face à l'envahisseur. Du roman national. Et du roman national, on y revient. Ça, c'est un problème. Moi, c'est pas la mystification qui dérange. Non, on dit la même chose. La façon... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je partage tout ce que tu viens de dire. Alors, je l'ai peut-être mal exprimé, mais je suis absolument d'accord avec ça. Vraiment, faut faire attention à ça. T'as le droit de mentir au cinéma, juste faut que tu dises au spectateur que tu mentes. C'est la seule condition. Quoi. C'est ce que je pointais quand je trouve que la malhonnêteté est poussée jusqu'à mélanger de véritables images d'archives de la guerre et de faire passer des images de fiction pour des images d'archives. Ça, je trouve que c'est là on est exactement dans ce que tu décris. Mais je vais te dire, en fait, si on étend un peu, le problème, c'est que ça me permet d'aborder un autre personnage qui est un personnage central de ce deuxième volet, c'est que c'est un film qui n'a aucun point de vue. C'est-à-dire que c'est un film qui pense, une fois de plus, comme on l'a déjà dit, donc on va pas le redire, donner un aperçu historique, vulgariser l'histoire en quelque sorte. C'est très dangereux parce que en fait, ces images-là, elles sont marquantes et elles peuvent se superposer, voire supplanter le récit historique qui est plus compliqué à posséder parce qu'il faut lire des livres, parce qu'il faut aller chercher qui était Giraud, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé, qui était Leclerc, etc., etc. Donc c'est dangereux parce que ça colonise les imaginaires. Donc c'est pour ça que je trouve ça effectivement assez dangereux. Mais quand je disais que ça manque de point de vue,
je suis obligé de faire ce parallèle. Regardez la différence entre ces films et Moulin de Naslo Nemes. Moulin de Naslo Nemes, c'est un film. Exactement ce que j'allais dire. Regardez-le quand il sortira. Parce personne ne l'a vu le film, je précise. Non, bien sûr, mais il a un point de vue, lui. En parler, qui a absolument un point de vue, qui va traiter son film, qui se colle à son point de vue, et qui, du coup, fait un film qui extrapole aussi, qui n'est pas raccord avec une vérité historique totale, qui fait son sel ou sa cuisine de ce que l'on sait et de la réalité historique, mais comme c'est un point de vue et que c'est un point de vue assumé et en narration et en réalisation et en interprétation, et ben en fait ça en fait un excellent film. Et alors là, moi, le Jean Moulin, je suis désolé pour ce comédien que j'avais bien aimé chez Guiraudy, mais moi je l'appelle Jean Moumou, quoi. C'est vraiment Jean Moumou. Il y a aucune idée. Je veux dire, c'est désespérant. Il y a un problème. Le problème de moustache, ça vous a pas posé de problème, les raccords moustache. Si, mais qu'un personnage passe d'un plan à l'autre avec une moustache, puis une moustache, sans aucune explication. Enfin, je veux dire, sur un film de ce niveau-là, comment tu justifies ça? C'est se dire que c'est le film a été un enfer de prod. Je rappelle que le tournage du film a débuté en 2023. Ça vous donne déjà une idée de la temporalité de production de ce bousin, quoi. Surtout que, en plus, moi, je peux pas m'empêcher de me retirer. Enfin, je n'arrive pas à me retirer de l'esprit le fait que je suis à peu près persuadé que suite à certains retours, parce que toute la presse n'a pas défoncé le film, très étonnamment, après les retours de Cannes, je suis sûr qu'il a modifié un peu le montage du 2. C'est pas possible, il y a des tels changements de tonalité, il y a des tels changements de... Le personnage de Karim Leclou, qui était un vrai problème dans le premier, il n'existe plus. La caractérisation de De Gaulle, elle a évolué totalement. Alors, ok, mais il y a des trucs que je comprends pas, et il y a des trucs qui, moi, me gênent. Et pour revenir sur ce que disait Nico, moi, effectivement, j'y ai beaucoup pensé à Moulin de la Chaunemesse en voyant le film, parce que, on va le dire comme ça, la première partie du film de la Chaunemesse, qui est donc le moment où Moulin monte à Paris pour essayer de réunir tous les camps de résistants pour avoir une France de la résistance unie, en gros, c'est le premier tiers du film de Lâche le Nemes, et ensuite on part sur la confrontation avec Klaus Barbie. Là, ça prend une place beaucoup plus prépondérante. Mais la différence de traitement de cet acte-là, d'un côté montré comme un geste héroïque où on fait beaucoup de bluff et où on fait de la diplomatie et où on joue un peu avec les uns et les autres, versus la version de la Chaunemesse où c'est juste un gars qui dit genre les gars venez on essaye, enfin genre c'est galère en fait. Venez c'est la merde, on se serre un peu les coudes juste 2 semaines quoi. La héroïsation et la romanisation d'une figure nationale versus quelqu'un qui te dit bah en fait c'était un être humain comme les autres qui s'est battu pour, mais qui à un moment qui a dit les gars genre juste venez on essaie de faire quelque chose. La différence entre les deux, elle te dit tout sur ce que ça veut te raconter. Et moi, là où je reviens sur ce que je disais au tout départ, sur le côté propagande qui me gêne, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord sur le côté effectivement démystifié quand tu fais pas récit national, c'est pas grave. Même ce que tu as dit, Simon, sur le fait d'effectivement raconter cette espèce de combat contre la vision que Hollywood nous impose depuis maintenant des décennies et des décennies, qui dit que c'est grâce à eux qu'on s'est sorti de la guerre, alors que 1, c'est plus compliqué que ça, 2, c'était totalement intéressé, etc. 3, c'est grâce aux soviétiques. Voilà, je veux dire... Oui, mais ça, le film ne traite absolument pas pareil, même ça, c'est un autre sujet. Je veux dire, je sais que De Gaulle s'est battu pour et c'est intéressant, etc. Le problème, c'est que quand il décide de prendre ce parti pris-là, et que je pars du principe que dans sa mise en scène, dans tout ce qu'entoure, comme a dit Alexis, moi, je pars du principe que c'est un film historique, qu'est-ce que je vois à la fin ? Je vois des gens qui se battent pour la liberté, des gens qui sont prêts à mourir, alors que c'était, comme tu l'as dit, une boucherie. Il y a une manière de mettre en scène le combat, il y a une manière de filmer Anna Maria Bartolomé seule sur les toits de Paris, en combattante, etc., qui reprend une imagerie vraiment de propagande. Moi, c'est peut-être pas une bonne grille de lecture, et j'en excuse, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire à qui ce film va faire plaisir. Pas aux profs d'histoire, ça c'est certain. Non. Certainement pas aux élèves, parce que les élèves vont pas forcément adhérer au projet. Enfin, je veux dire, qui montrerait ça des élèves ? Qu'importe. La gauche, je pense, va se remettre beaucoup en question, parce que la vision qu'on a de l'implication des communistes dans la résistance, elle est plus que complexe. Plus que problématique. Et quand je regarde ces images de fin, je peux pas m'empêcher de me dire que qui va trouver ça formidable ? Bah, les droitards, l'extrême droite. Et je peux pas m'empêcher de me dire qu'au fond, il y a cette volonté-là de reprendre ce roman national pour en faire quelque chose de glorieux, mais glorieux pour qui et comment et pourquoi ? Alors que c'est quelque chose qui devrait tous nous toucher quelque part. C'est le principe de la commémoration, c'est que c'est récupérable. Je voudrais terminer moi en mentionnant 2 choses dont une dont j'ai un peu parlé, mais quand même je voudrais clouter là-dessus. Premièrement, moi on s'était pas exprimé sur le traitement des habitants et des habitantes des colonies françaises dans le premier film, parce que comme le film n'en faisait pas sa focale, il lui était un peu malhonnête que de s'arrêter dessus avant de voir le second. Alors certes, effectivement, il n'y a pas que des blancs dans celui-là, mais soyons honnêtes, c'est un film qui, dans son traitement des forces françaises
telles qu'elles se sont battues en Afrique est border raciste, ou en tout cas d'un paternalisme qui est anachronique et aujourd'hui un peu dégueulasse. Et enfin, je voudrais revenir sur cette idée de on s'arrête à la libération de Paris. Il y a beaucoup de villes du nord de la France qui ont été rasées. Il y a des résistants qui ont été massacrés partout en France. En fait, De Gaulle et la libération de la France, ça n'a pas été la libération de Paris. Quand bien même c'est un symbole, évidemment, il ne s'agit pas de revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, en 2026, arrêter ce récit à ce moment-là, ça traduit pour moi quelque chose de ce qu'est sociologiquement notre pays, enfin une partie de notre pays, ces élites patrimoniales en l'occurrence. Et je trouve ça, moi, n'étant pas né à Paris et ne projetant pas d'y passer l'intégralité de mes jours, je trouve ça infect. Je suis d'accord. Eh bien, ça vous donnera peut-être envie ou pas d'aller voir la bataille de Gaulle. J'écris ton nom. Sophie, t'as envie de le voir ou pas ? Non. Mais vous m'avez convaincu d'un truc dont j'étais déjà convaincu. Mais vous l'avez fait avec brio. Avec qui ? D'Antonin Baudry, pardon, avec Simon Abkarian, Nils Schneider, Anna-Maria Bartholomei et Thierry Lhermitte. Et si vous allez le voir, vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt je vous ai compris ou français, vous avez de la merde jusqu'au cou. Mais moi qui suis plus grand que vous, j'en ai que jusqu'au genou, alors démerdez-vous. Voilà, voilà. Ça me fait penser d'ailleurs parce qu'on parlait de l'Europe, l'Allemagne. Vous savez pourquoi il ne faut pas donner de la vaisselle à essuyer à un Zurichois ? De la vaisselle à essuyer à un Zurichois. Ça a forcément un rapport avec la Suisse. Je ne sais pas. Parce qu'il est suisse-allemand. Ouais, putain. Elle est presque mignonne. Ouais, bonne vanne. C'est bientôt les vacances. C'est bientôt les vacances. Il y a des héros si atemporels qu'ils reviennent de façon cyclique au cinéma. C'est le cas par exemple de Superman, dont nous allons parler dans pas très longtemps, mais aussi de Robin des Bois. À chaque époque, son Robin. On en trouve une quarantaine d'adaptations tout au long de l'histoire du cinéma. La dernière nous prouve, si besoin était, que l'époque est crépusculaire et brutale, comme son héros vieillissant, qui n'a plus la superbe d'un Errol Flynn en collant moulant ou l'acuité d'un Kevin Costner en armure de cuir. Le titre anglais, d'ailleurs, ne peut pas être plus explicite. Ce que l'on va vous raconter, c'est la mort de Robin des Bois. Voudrais-tu connaître un secret ? Les gens parlent de Robin des Bois, content ces histoires. Ce ne sont que des mensonges. Ce n'était pas un héros. On l'appelait Robin des Bois de Michael Sarnowski avec Hugh Jackman, Jodie Comer et Bill Skarsgård. Sophie, qu'as-tu pensé de cette interprétation crépusculaire et âgée de l'homme en collant ? Alors je vais déjà commencer par dire que j'adore son réalisateur. Il avait réalisé Pig, qui est un film que j'adore, qui est la version genre triste de John Wick avec Nicolas Cage et un cochon truffier. Si vous ne l'avez pas vu, je trouve ça absolument formidable. Et il nous avait beaucoup surpris avec sa suite préquelle de Sans un bruit, que j'avais trouvé très le meilleur sèche, film de la saga triste, à date. Ouais, avec une vraie mise en scène. Et je trouve que c'est un auteur à suivre. Et là, ce film-là, sur lequel pourtant j'ai quelques réserves, s'inscrit quand même dans la démarche d'un auteur qui se réapproprie, on l'avait vu, donc une saga et maintenant une œuvre, avec une singularité à la fois visuelle et thématique que je trouve assez forte. Je trouve que le film a un souci de rythme, et je le dis tout de suite, parce qu'il est vraiment coupé en deux parties, et je trouve que la jonction entre les deux crée un ventre mou qui m'a un peu perdu. Je suis tout d'abord surpris par sa teinte qui va vraiment laisser de côté beaucoup de gens, parce que le film est gris, mais c'est turbo gris, noir, sombre, c'est médiéval à s'en bouffer les ongles, quoi. C'est terrible, et j'ai rarement vu un truc aussi violent, genre vraiment je pré-spoil, mais je crois que j'avais pas vu un truc aussi violent depuis Evil Dead Burn dans sa première partie. C'est-à-dire qu'il y a des effets gore et trash, et ce que j'aime dans ce dispositif, c'est pas juste le bel effet visuel et le bel effet pratique qui est mis en place, mais par contre de rappeler la brutalité et la mort du Moyen-Âge, quoi. Il y a quelque chose de sale dans son combat et dans son corps à corps. Je vais m'arrêter là sur ce premier tour de table avant de parler de la deuxième partie qui me plaît étonnamment beaucoup plus. Je tiens juste à dire que Hugh Jackman, avec les cheveux longs et une grosse beubare, voilà, c'était mon avis critique le plus pertinent de la journée. Bonsoir. Simon. Je trouve que c'est un film passionnant à plein d'égards. Déjà, il y a quelque chose qui devrait nous interroger, enfin qui moi m'interpelle avant de découvrir le film, et pendant que je le regarde, c'est notable que donc Robin des Bois, qui est un héros qu'on décline un petit peu à toutes les époques, depuis que le cinéma est cinéma, tu l'as évoqué un petit peu Nicolas, en notre fin de premier quart du 21e siècle, Robin des Bois ne peut être que mort. Un homme qui prend aux riches pour donner aux pauvres, a priori, c'est la fin de sa vie. Ou alors, si c'est pas la fin de sa vie, on se pose cette question très pratico-pratique, très matérielle de ce que ça veut dire, prendre aux riches pour donner aux pauvres.
Et je trouve que la piste donnée par Robin des Bois est pas inintéressante. Ça veut peut-être dire tuer quand même beaucoup de gens pour sa propre subsistance et de temps en temps payer son écu aux habitants alentours pour pas se faire défourailler. Je trouve que c'est un angle intéressant. J'aime enfin énormément le style du film parce que pour moi il arrive à allier deux types d'influences qui se complètent mais qui sont très différentes mais qui n'allaient pas de soi. Moi justement je crois pas que le film soit du tout réaliste, enfin je sais pas, je suis pas historien mais voilà, moi je me méfie d'habitude des représentations craspec du Moyen-Âge et il me semble que là il va chercher à la fois du côté des peintres flamands, notamment de Vermeer, mais aussi énormément du jeu vidéo et de Dark Souls pour nous parler Dark Souls et The Witcher. Souviens-toi, je t'en avais parlé en sortant de Projo. Oui, mais tu vois, je suis plus dubitatif parce que The Witcher c'est très coloré aussi, quoi. Tu te balades dans The Witcher 3, t'as de la couleur. Il y a bien sûr, tu vois, avec son côté Silver Fox des enfers, on peut penser à Geralt. Mais tu vois, vraiment, il y a des paysages où au loin tu aperçois des flammes. Moi, j'ai l'impression d'entendre, tu vois, une petite voix off qui va me dire Oh Lord of Cinder. et vraiment, il va prendre on va dire, ces autoroutes esthétiques qui sont pas évidentes à combiner et il arrive à trouver exactement pourquoi en fait elles se complètent et ça donne un film qui est très inattendu, très surprenant et j'en terminerai là, il faut peut-être le dire aux gens, contrairement à ce que les bandes annonces vous vendent, ça n'est pas un film d'action, il commence par un premier tiers extrêmement brutal mais pas en mode John Wick où c'est satisfaisant, un premier tiers dans la boue et les tripes et après c'est là où le titre va s'incarner. Arthur. Moi justement je voudrais revenir sur ce que vient de dire Simon pour ce premier tour de table. C'est là où le film est un peu désarçonné justement parce que le marketing n'a pas du tout mis ça en avant. On a un premier tiers qui, vous l'avez dit, je ne vais pas vous répéter, qui est d'une brutalité sans nom mais qui est remarquablement bien mise en scène et photographié et même éclairé parce que réussir à montrer les empreintes de lumière de feu au fond, enfin bref, je trouve que c'est plastiquement passionnant et assez foisonnant et très riche mais très âpre et dur pour ensuite partir sur une direction qui est radicalement différente où c'est vraiment c'est pas un spoil de le dire mais c'est la guérison en fait entre guillemets, la guérison psychique et corporelle de ce dire la résurrection. Quasiment, ouais, quasiment. Il y a et en fait, moi j'ai été désarçonné parce qu'en fait j'étais là. Bon, d'accord, on a un deuxième acte qui sera comme ça, et puis le troisième acte ça va être de la bourrinerie. Retour au premier acte, bim bam boum, je vois la construction, t'es malin, Michael Sarnowski. Et en fait, pas du tout. On ne revient jamais à cette violence-là parce que c'est pas le propos du film. Le propos du film, c'est de raconter la rédemption d'un personnage qui, justement, toute sa vie a été héroïsé, mystifié, ou en tout cas, on fait croire que. Alors qu'au final, comme l'a dit Simon, c'est juste un gars qui a massacré beaucoup de gens pour lui avant tout, et qui commence à avoir des remords sur la fin de vie, et se pose des questions sur quel est l'impact vraiment de ce qu'on fait, de ce qu'on laisse, etc., qui se pose vraiment des questions sur la notion du pardon, etc., et du coup, en fait, ça aurait été presque un énorme contre son camp que le film revienne à de la violence pure et brute. Sauf que ça, c'est pas quelque chose que tu dis tout de suite. C'est quelque chose, en cours de route, tu te dis, est-ce que le film peut se permettre de faire ce contre-pied-là ou pas ? Il le fait, et je trouve que ça fonctionne remarquablement bien, et notamment, et il faut le dire, parce que c'est pas juste que Hugh Jackman avec une barbe et des cheveux longs, il est beau, il est aussi super. Et en fait, non mais... Oui, Hugh Jackman, ça c'est le deuxième tour de table, ça va. Non mais en vrai, je terminerai là-dessus, mais Hugh Jackman, on a tendance à le caractériser comme étant c'est Wolverine, et c'est vrai, c'est Wolverine. En ce moment, récemment, on pensait à des rôles qu'il a fait, à part le phaser de Florian Zeller, il a pas fait grand-chose qui a pu nous marquer, même Greatest Showman. C'était The Son. Ouais, The Son. Ouais. Et c'est dans lequel il était nul. Hein, dans lequel il était pas très bon. Et c'était déjà il y a 5-6 ans. Et là, de voir qu'il est capable d'avoir une partition où il est tout en retenue, tout passe par son regard, par sa manière de contracter sa mâchoire, alors même qu'il est maquillé, masqué, etc. Bah ça, c'est trop bien, c'est trop bien et ça fait du bien de voir ça. Et pareil pour Bill Skarsgård. Je vais pas dire la même chose de Jodie Comer parce que j'ai l'impression que pour le coup on lui donne toujours ce même rôle. J'ai l'impression de la voir dans le dernier duel. Elle est super, mais je veux dire c'est moins marquant qu'un Bill Skarsgård et surtout qu'un Hugh Jackman. Et ça, pour ça fait aussi du bien. Et c'est aussi pour ça qu'on va au cinéma, c'est pour voir des acteurs qu'on n'a pas vus depuis longtemps incarner quelque chose d'autre que la grosse machine pop culture. Il avait fait Logan quand même, qui était intéressant sur un registre évidemment. Il faut quand même dire, moi j'interviens maintenant parce que j'ai pas vu le film, donc ce sera ma seule prise de parole, mais à l'exception de Deadpool Wolverine, qui est pour le coup visiblement une merde, je l'ai pas vu, mais apparemment c'était compliqué. Toutes les itérations de Wolverine avec Hugh Jackman, à chaque fois c'est une masterclass. Certes, c'est un rôle très codifié de comic book et tout, mais il l'a porté à bras le corps pendant plusieurs décennies. C'est un acteur solide. Vous parlez pas de The Greatest Showman du coup là, vous le mettez. Je l'ai dit en disant que c'était pas bien moi. On pourrait parler de Hugh Jackman Broadway par contre. C'est le plus mauvais musical. I'm agree. Pardon.
Oui, non, moi j'ai été très très séduit aussi par cette relecture qui raconte effectivement plein de choses comme le disait Simon. Effectivement, on sort de la légende pour revenir finalement dans la basse matérialité. Robin des Bois, c'est un outlaw, c'est-à-dire que c'est vraiment un bandit de grand chemin. Qui a peut-être distribué un peu d'argent, mais qui a surtout semé une grande trace de sang et de désolation et de violence derrière lui. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que c'est un film qui pose la question du statut de la légende. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui va beaucoup parler du fait que entre le conte, entre la légende, entre le personnage de fiction et la réalité, eh bien il y a une abîme dans lequel le personnage lui-même peut se perdre et s'égarer. Je trouve que la façon dont c'est remarquablement mis en scène, alors c'est un film très gris, très sombre, très, très noir. J'ai, pour ce premier tour de table rapidement, peut-être tout de même une petite réserve sur cette espèce de finale ultra symbolique de parcours de rédemption où quand même on surligne un peu les traits, hein, c'est de Robin des Bois on passe un peu à Gandalf la grise, hein, ou à Gandalf la blanche, la bascule est un peu appuyé jusqu'au bout. Enfin, la fin du processus n'est pas d'une extrême légèreté, mais néanmoins, ça n'enlève rien à la qualité de la narration et notamment aussi du scénario, c'est-à-dire de comment, dans cette deuxième partie, dans cette partie de guérison, de résurrection, va se poser la question de quelle est la vraie nature de ce personnage-là ? Est-ce que ce personnage-là est la légende sanglante qu'on lui attribue ? Est-ce qu'il est quelque chose d'autre ? Est-ce qu'il va pouvoir devenir quelque chose d'autre ? Donc non, vraiment, je suis tout à fait séduit par le projet. Je suis d'accord avec toi que la fin est un peu épaisse. Cela étant dit, je trouve qu'elle intervient après quand même plusieurs pistes que je trouve vraiment intéressantes. C'est notamment, je trouve que c'est à travers deux relations. Celle avec le jeune garçon, je dirais, il est pas très vieux. Un adolescent. Arthur. Enfin, le personnage qui s'appelle Arthur. Oui, c'est un adolescent. Que je trouve intéressante sur ce que ça questionne aussi du rapport à la vengeance, à justement cette violence qu'on prospère ou pas. Et puis la relation, et notamment comment elle évolue dans le dernier tiers, et ça j'en dirai rien évidemment, avec le personnage de Jodie Comer. Et en fait, à partir de ce moment-là où on comprend que lui est pas simplement en train de juste essayer de guérir ses plaies et de revenir à la vie, voire de peut-être se dire est-ce qu'au fond, il faudrait pas mieux que je crève, et je vois en tout cas, je le vois sur le papier. Je vois que c'est écrit dans le scénario et moi je le vois à l'image, mais je comprends que cette fin, elle vient appuyer le propos de à travers ces relations-là, j'ai quand même pris un peu de recul sur ce que j'ai vraiment vécu et quel est le récit que je veux qu'on garde de moi. Et donc en fait, ce questionnement-là, c'est quelque chose que je crois n'a jamais été fait sur Robin des Bois. En tout cas, des itérations que je connaisse, c'est pas quelque chose qui a été beaucoup fait. Et je trouve que malgré tout, aussi épais que ce soit, ça reste assez passionnant en fait. Sophie. Justement, pour aller dans votre sens, c'est tous ces dialogues qui viennent vraiment ponctuer le récit avec Bill Skarsgård qui joue Petit Jean. Et j'aime bien qu'ils prennent pas mal de noms et ça vient questionner de toute manière la tradition orale, hein, comment va se passer une légende et comment eux-mêmes viennent à se perdre entre la réalité et leur vécu et les dires qu'ils ont écoutés. Et en fait, ça, je trouve que étonnamment, c'est pas tant ces scènes-là qui, d'un point de vue de mise en scène, sont bien faites, mais souvent des chants contre chants dans des zones X ou Y, toutes très symboliques. Et ça, je trouve qu'il s'est bien servi sans doute de référence, peut-être qu'on lui a conseillé, mais de référence à la littérature médiévale où tous les lieux sont un peu symboliques, un peu éclairés, un peu au clair-obscur. Enfin, ils sont vraiment identifiés géographiquement. C'est ça, il y a quelque chose vraiment d'assez mystérieux que j'aime beaucoup, justement. Plus que... en fait, j'aime beaucoup les moments où il les a positionnés dans le récit, un petit au début, un au milieu, et en fait c'est ça que je trouve le plus fort dans le film, qui encore une fois je trouve n'est vraiment pas parfait, et ce film sur le papier n'a rien pour me séduire. Je l'ai dit moult fois à ce micro, j'ai une allergie viscérale à tout ce qui est médiéval, traumatisme de littérature justement à la fac, et là en fait ce qui m'a séduit, c'est cette réflexion sur la littérature médiévale même, et malgré tout je trouve aussi que le début est très âpre mais très divertissant, la fin est un peu too much, mais au milieu il y a plein de très très belles idées, et je suis d'accord, j'en ai marre de voir Jodie Comer jouer toujours le même rôle, et en même temps
Putain, je trouve qu'elle crève l'écran. Enfin, moi, il n'y a pas une seule de ces répliques que je trouve fausse ou à Non, je côté. suis d'accord. Elle est incroyable. Et big up à Little Margaret, la petite rouquine de 9 ans qui a le regard le plus fou d'enfant que j'ai vu ces dernières années. Elle est belle, mais surtout, elle tient la réplique face à Hugh Jackman qui est sacrément imposant, quoi. Et ça, vraiment, jeune actrice, j'espère à suivre. Et puis du coup, Simon, c'est aussi... Il y a aussi tout un travail sur le craftsmanship, c'est-à-dire la façon dont on construit ses armes, dont on construit les flèches, dont on utilise par exemple les jalets. Maintenant, je le sens à la réplique de ta voix quand tu. J'ai même vu Alexis a préparé son doigt sur la touche pour indiquer. Là, il faut que je me tu vas dire, mais n'est-il pas un peu ainsi Mais qu'est-ce donc qu'un jalet? Un caillou rond qu'on lançait avec une arbalète à jalets, un arc à jalets, une arbalète avec laquelle on lançait des cailloux ou des balles. Tu lançais juste une. Ah ouais. Voilà. C'est les trucs d'enfants avec les bâtons en triangle. Alors les frondes. Alors le jour où tu prendras une fronde, enfin le projectile d'une fronde au milieu du front, bah déjà ta vie s'arrêtera et tu découvriras que c'était un mec vachement musclé qui tirait, pas un enfant. Oui, mais parce qu'encore une fois, c'est un film très matériel. Je pense que c'est pas un hasard qu'il arrive aujourd'hui. Sarnowski, tu évoquais Pig, Sophie, c'est un film qui s'amusait à évider comme une truite la mécanique du récit de vengeance. Comme une truite, si je puis me permettre. Oui, absolument. Bien, Sans un bruit, jour 1, c'est un film qui s'amusait à retourner à la fois le récit post-apocalyptique ultra spectaculaire et la logique de survie a priori inhérente à ce genre, puisqu'on nous mettait, c'est pas un spoil, hein, c'est l'ouverture du film, face à un personnage dont les jours sont comptés très littéralement. Donc qui n'est pas quelqu'un dont a priori l'instinct de survie est fondamental. Sauf que si. Bah, à nouveau, il s'amuse à détourner les choses. C'est-à-dire que lui, il arrive après quasiment 10 ans, hein, c'était en 2018 le dernier véritable succès de cinéma super-héroïque. Bah, il arrive au moment où les super-héros sont morts, sont en train de crever, ou économiquement, en tout cas, ça ne fonctionne plus comme ça a fonctionné. Et donc il vient pour nous raconter un super-héros qui finalement n'en était pas un, qui peut-être était autre chose, et qui se pose la question de sa transmission. Et ça, il va se le poser jusque dans sa mise en scène. C'est pour ça qu'il termine sur cette fin, effectivement, très symboliste, très épaisse, hein, on va pas se mentir, mais qui pour moi fonctionne, et efficiente, et cohérente dans ce récit, parce que ça nous dit, mais donc du coup, Robin des Bois, bah, c'est quand même le héros de la transmission, celui qui transmet les biens matériels des riches aux pauvres. Bon, mais en fait, vu comme j'ai abordé mon récit, c'est pas ça qu'il peut transmettre. Bah, qu'est-ce qu'il peut transmettre, Robin des Bois ? Bah, peut-être qu'il transmet aux gens comment se défendre, comment se battre et comment se défendre d'eux-mêmes et de leurs démons. Et je me dis que c'est un programme politique qui est pas du tout anodin, qui est très fin et que je trouve assez passionnant et vraiment pris en charge par la mise en scène, par la direction artistique. Et là où je dirais que le film, à mon sens, va plus loin ou est peut-être plus cohérent que Logan, c'est que Logan, qui ne manque pas de qualité, néanmoins se sentait obligé à la fin de nous dire « Eh ben ce sera le dernier baroud d'honneur de Logan. » Tu vois, il va quand même sortir les griffes et il va quand même faire du bacon avec des méchants. Et là on me dit « Bah non, en fait, si c'est la fin, eh ben, je vais te raconter la fin. » Et je sais gré au film de ne pas céder aux sirènes, tu vois, du héros, enfin en gros de ne pas me rejouer impitoyable. On l'appelait Robin des Bois, qui est vraiment une traduction de merde. Ouais, parce que la version anglaise, c'est The Death. Ouais, la mort de Robin des Bois, ça marche. Ça marche très bien. De Michael Sarnowski avec Hugh Jackman, Jodie Comer et Bill Skarsgård. Allez donc le voir et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt fier de votre vie entourée de nonnes ou continuer de votre route de crime et d'errance jusqu'à ce que mort s'en suive. C'était la très belle surprise en ouverture de la semaine de la critique cette année à Cannes, l'adaptation en animation de la bande dessinée autobiographique d'Eiji Dungo. In Waves raconte l'histoire d'Eiji, étudiant californien passionné de skate, et sa rencontre avec Kristen, passionnée elle par le surf, mais quand on diagnostique à Kristen un cancer très agressif, leur histoire prend un tour différent. Qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais juste te voir. Tu me manquais. Maman ! Ils t'ont dit quoi à l'hôpital ? On a de la chance. On l'a vu à temps et c'est encore très localisé. J'ai tellement peur. In Waves de Phuong Mai Nguyen avec les voix françaises de Lina Coudry, Paul Kircher et Rio Vega. Arthur, toi qui par ailleurs a pu faire une interview de Eiji Dungo et de la réalisatrice séparément. Oui, tout à fait. Et l'entretien, et j'en suis vraiment fier, et notamment celui d'Eiji Dungo, parce que vous verrez quand vous l'écouterez, mais il se trouve que j'ai une petite histoire avec lui, et du coup ça a rendu l'interview assez émouvante, surtout que je me suis permis de lui poser des questions que je pense j'aurais pas osé dans un temps normal. Et on est vraiment allé dans l'émotion, ce que c'est lui fait de voir son ex-petite amie ressuscité pour la deuxième fois, du poids par rapport à sa famille. Enfin bref, moi je trouve que c'est une interview qui est assez émouvante. Et j'en suis très content et qui m'a fait revoir le film un peu à la hausse parce que j'étais un petit peu frustré en voyant le film en projection presse avant Cannes.
parce que j'aime tellement sa BD que je considère comme étant une des meilleures œuvres de cette décennie, littéraire en tout cas, de ce que j'ai pu lire, que forcément ça ne pouvait pas être au niveau. Mais en fait, bon, il faut quand même que je remette les pendules à l'heure. C'est un film d'animation français, c'est-à-dire que ce sont des Français qui se sont dit, et si on adaptait cette histoire américaine, en reprenant des codes différents, en jouant sur un niveau de texture pas possible, alors que Eiji Dungo, il a un trait très singulier et qui est vraiment le sien, notamment ces questions des vagues, sa notion du mouvement. Là, la cinéaste, ça va vraiment se poser la question de ok, comment je peux essayer de conjuguer le mouvement des vagues et le mouvement des corps, et en même temps comment je peux essayer de jouer sur comment les corps se touchent. Il y a un vrai gros boulot d'animation, et ça, personne ne peut le nier. C'est plastiquement assez splendide. Ouais, c'est sublime. Ensuite, que vous ayez lu ou non la BD, c'est le truc le plus tire-larme, et je le dis pas de manière négative, mais le truc le plus éprouvant émotionnellement que vous verrez sûrement ce mois-ci. C'est terrible parce que quand on a lu la BD, on sait le destin de Kristen, on sait le destin de cette relation, on connaît le parcours de ce personnage, et du coup, il y a un truc qu'on se prend dans la gueule en disant putain, je vois l'issue et elle est là et il n'y a pas le choix. Quand on la connaît pas, bah, du coup, on est happé par cette histoire d'amour qui est vraiment très belle et qui est prenante. Bref, c'est une vraie réussite à ce niveau-là. Il y a des petites scories, j'en ai déjà parlé à Cannes, notamment le fait que à certains endroits, pour essayer de donner corps à une espèce de finesse d'écriture que la BD peut se permettre de faire, parce que la BD, bah, elle a plus de 300 pages, alors qu'un film d'animation, ça n'a que 1h20. Bah, du coup, il y a des moments où il faut y aller un peu plus frontalement. Donc il y a des moments où le pathos est un peu accentué et un peu poussé, et donc je pense que Sophie en parlera, mais c'est peut-être pas les scènes les plus qui sont censées vous faire vider les glandes lacrymales qui vous feront le plus vider vos glandes lacrymales. En revanche, il y a de la beauté partout, tout le temps, et ça c'est vraiment un tour de force. Je considère vraiment ce Une Wave comme vraiment un bel exemple d'adaptation. Malgré tout, plus j'y pense et plus je me dis que c'est beau en fait de pouvoir faire des choses comme ça, de pouvoir se détacher de l'œuvre d'un artiste plastiquement tout en y restant proche. Dans l'interview, Eiji Dungo, il explique qu'il était assez présent au moment de l'écriture et encore à la fin, mais par contre il a totalement laissé main libre aux équipes d'animateurs et à la cinéaste pour qu'ils fassent leur propre version. Et bah ouais, quand on aime l'animation, quand on aime la BD, quand on aime les histoires d'amour, quand on aime la romance, c'est un film qui peut pas ne pas nous plaire, c'est pas possible. Oui, moi je vais en parler parce que moi c'est un film qui m'avait complètement cueilli à Cannes. Alors en plus c'était en début de compétition puisque c'était le film d'ouverture de la semaine de la critique. Moi je ne connaissais pas la bande dessinée et j'ai été vraiment complètement bouleversé par ce film. Donc, alors déjà je vais dire un mot de l'animation. C'est une animation comment dire, très peinte, enfin ça ressemble à une sorte de peinte, c'est à mi-chemin entre la peinture, le feutre, l'aquarelle, donc c'est très papier 2D en quelque sorte en fait. Mais c'est vraiment, enfin l'animation est très belle et extrêmement fluide. Et surtout, enfin, tu le disais à demi-mot, Arthur, moi qui connaissais pas la bande dessinée, l'issue du film, elle est donnée dans les 20 premières minutes. C'est-à-dire qu'on sait où ça va, c'est Love Story. Point. Enfin, je veux dire, c'est Love Story. C'est la même chose. C'est Love Story, l'émission de télé-réalité. Absolument. C'est Love Story, c'est-à-dire que c'est c'est vraiment c'est la même histoire. Donc c'est l'histoire réelle d'Eiji Dungo, c'est-à-dire que c'est une histoire d'amour sur fond de maladie, et évidemment la maladie se termine pas bien, donc en fait c'est vraiment extrêmement balisé, sauf que c'est raconté avec une joliesse, avec une pudeur, avec une décence, avec un rapport à l'émotion. Je sais que certaines et certains d'entre vous trouvent que c'est peut-être un peu trop pathos, un peu trop larmoyant. Moi je suis pas hyper client des gros mélos. Enfin bon, c'est pas tout à fait vrai parce que j'adore c'est pas vrai, j'adore Douglas Sirk et j'adore. On fait difficilement plus mélo que Douglas Sirk, si je peux me permettre. Non, c'est pas vrai. Mais en fait quand c'est fait avec tellement de douceur, c'est-à-dire quand en fait dans ce que je veux dire, c'est que je déteste qu'on vienne m'arracher les larmes dans les yeux. C'est-à-dire que je déteste qu'on me présente des situations où de facto je suis obligé de chialer parce que c'est insoutenable. Et ben en fait, c'est pas du tout le cas d'In Waves. In Waves, c'est déjà avant tout et surtout une histoire d'amour, et c'est une histoire d'amour inéluctable face à la maladie et face à la mort. Et c'est fait avec tellement de voilà, je peux pas le dire autrement, donc de joliesse, de douceur, d'accompagnement, de bienveillance, que évidemment c'est redoutable, mais
Enfin, moi, c'est un film que je reverrai avec grand plaisir, alors que j'aime pas trop être malheureux, mais In Wave, c'est vraiment un film que je reverrai avec beaucoup de joie. Et d'ailleurs, je suis très curieux de lire la BD que Arthur m'a très très gentiment offerte pour pouvoir replonger dans cette histoire. Alexis. Je vais essayer de pas paraphraser les avis positifs qui ont déjà été dits. Moi, c'est un film qui me passionne pour bien des raisons, pour son animation, pour sa nature d'adaptation et le travail d'adaptation qui est fait. Maintenant, moi, il y a des vrais... pour faire une métaphore maritime, j'aimerais bien que le film lâche quelques amarres qui, à mon sens, l'encombrent. Vu que je suis face à un film qui a quand même, à mon sens, bénéficié d'une intuition artistique assez spectaculaire par moment, bah forcément, quand le film fait un faux pas, même si c'est parfois des petits faux pas, ça laisse quand même des traces, quoi. Je sais que tous les gens qui nous écoutent ne sont pas nécessairement des aficionados du doublage. À vrai dire, moi, j'en ai un peu rien à secouer. Je connais pas bien le sujet, mais je sais quand même, parce que c'est un peu la base, que comédien et comédien de doublage, c'est pas le même métier. C'est littéralement pas la même chose. C'est comme si tu disais qu'un guitariste et un pianiste, c'est pareil parce qu'ils sont tous les deux musiciens. Non, c'est pas la même chose. Et moi, j'ai un problème avec le doublage dans le film. Je trouve pas que les gens soient mal castés. Je pense que Lina Kudry, vu que visiblement le personnage de Kristen, en tout cas Eja Dungo, qui lui l'a connu, en parle en interview, il dit que c'était quelqu'un qui avait une espèce d'énergie et de ténacité et un côté très rentre-dedans. Lina Kudry, elle porte tout ça, donc c'est pas une mauvaise idée d'aller la chercher. Maintenant, moi, j'entends une actrice dans un studio avec les potards à donf parce que elle n'est pas dans son élément naturel. Là, elle n'a que sa voix et moi, je trouve que il y a un trop plein de son côté qui me prend un peu la tête. Et puis, il y a cette musique que je trouve en soi assez jolie. La musique de Okelou. De Okelou que je trouve plutôt jolie, mais souvent assez envahissante. Et puis, il y a des moments de symbolisme auxquels je n'accroche pas, et notamment la dernière scène, dont je ne dévoilerai évidemment rien, mais qui est une scène pour le coup purement poétique, et je trouve que la poésie de cette scène est totalement à côté de ses pompes. Donc voilà, il y a plein de petites scories comme ça qui font que je vois bien qu'il y a dans ce film, et qu'on n'est vraiment pas loin, pour le coup, d'un grand mélodrame à la Cirque. C'est-à-dire d'un film qui me fait vraiment couler les larmes du début jusqu'à la fin, sans jamais me les tirer, quoi, sans jamais avoir à venir les chercher, parce que tout est naturel, parce que tout est fluide, parce que tout fait sens. Je sens qu'on n'en est pas loin, mais on y est pas, et à chaque fois que le film me rappelle qu'on y est pas, c'est toujours une grosse frustration, quoi. Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est un bon film, c'est un vrai bon film, mais c'est pas plus que ça. Sophie. Ça va être compliqué de parler. Vous avez globalement dit tout ce que je pensais du film. Moi, je suis la seule à pas l'avoir découvert à Cannes ou avant Cannes, donc je l'ai découvert là. Et soit mes attentes étaient un peu hautes, notamment à cause de la lecture de la BD que comme Arthur, j'adore, et peut-être que j'avais projeté des choses aussi sur ces personnages-là. Et en effet, moi, j'ai un peu de mal avec le doublage de Lina Kudry parce que j'imaginais ce personnage fondamentalement beaucoup plus pétillant et beaucoup moins rentre-dedans et presque un peu agressif, mais ça qui tient beaucoup de l'intentionnalité de la voix. Je trouve que c'est un film absolument fascinant dans son mélange esthétique, parce qu'en effet on a parlé de la 2D, mais en fait il y a plein de 2D différentes dans le film, il y a plein de textures différentes, il y a aussi des mouvements de caméra qui sont assez proches de ce qu'on fait plutôt en 3D qu'en 2D. Il y a plein de types d'animations qui viennent se mélanger, toujours avec une grande harmonie, et il y a des idées qu'on ne peut faire qu'en animation, qui se matérialisent pour faire du symbolisme plus puissant, à savoir notamment, c'est son travail sur l'arbre et l'eau, comment ça vient se mélanger, ça vient créer de l'onirisme qui ne peut être traduit que par le médium du film animé. Et donc tout ça, je trouve que rien que pour ces techniques et ce savoir-faire, il faut aller voir le film. C'est une très très belle histoire, mais alors moi j'ai été assez triste de voir que la musique, notamment dans le dernier tiers, venait tenter de me tirer les larmes alors qu'elles avaient déjà coulé. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est venu m'exploser le bide, les yeux, l'intégralité, alors que c'est une scène du coup que je
connaissez, mais qui est le moment d'espoir, parce que je trouve que c'est sur ça qu'on trouve les vrais mélodrames, c'est quand on sait, comme dans le Titanic, que le bateau il va couler, mais qu'à un moment on va te dire que potentiellement on peut s'en sortir. Et moi, c'est dans cette scène-là, ce moment de liesse de ce jeune couple qui croit en l'avenir pendant quelques secondes, que là je me mets à chialer. Par contre, dans tout le dernier tiers, qui est une lente avancée vers l'adieu, que là, je sais, tu n'as pas besoin de me mettre les violons, t'as pas besoin de me rajouter de la noirceur, je connais la fin, même si je n'avais pas lu le bouquin, j'aurais compris la fin. Donc je trouve que ça tire dans sa dernière partie, ça me tire des larmes que j'ai déjà données. Donc je suis déjà vide en fait. Et je trouve que le film n'arrive pas assez à gérer son ratio d'espoir, de beauté, de symbolisme dans ces 20 dernières minutes. Ce qui est pas grave. Encore une fois, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Je suis ravie qu'il ait fait l'ouverture de la semaine de la critique. Je suis ravie qu'on ait de plus en plus de films d'animation qui reçoivent un accueil aussi bienveillant de la part du critique, des publics et des festivals, pas que de festivals d'animation. Donc je suis ravie de tout ça et j'ai envie de l'encourager. Il n'empêche que j'ai quelques petites réserves et je pense que c'est normal, c'est normal de les souligner. Eh bien, allez écouter la super interview réalisée par Arthur de Fong, Mai Nguyen et Daji Dongo pour In Waves, ce film d'animation avec les voix de Lina Koudry, Paul Kircher et Rio Vega. Et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt surf, plutôt skate ou plutôt twirling bâton. Quoi Le twirling bâton, bien sûr. Twirling bâton. C'est le bâton à ressort ? Non, c'est le majorette, le twirling. Le twirling bâton, voilà. C'est un bâton qui tourne. Oh la vache. Attention mesdames et messieurs, il y a la queue aux toilettes pour notre vite fait mal fait de la semaine. 4 films pour la pause pipi du cerveau. On commence par Ghost Elephants de Werner Herzog, Alexis. Et ouais, je suis désolé de l'annoncer comme ça à mes camarades, ça va leur foutre un peu le seum, mais vous avez raté le plus beau film de la semaine. Indubitablement. C'est ce que j'allais dire, attends la fin de l'émission, t'es pas prêt? Ouais. Ghost Elephants, donc nouveau documentaire de Werner Herzog. On vous avait parlé il y a pas longtemps de Fitzcarraldo, qui est donc un film de fiction, pas un documentaire, même si chez Herzog la frontière a toujours été très très fine, voire inexistante. Mais Fitzcarraldo, c'était déjà l'histoire d'un homme qui se lance un défi complètement taré. Et ben, on est exactement dans le même acabit ici, puisque l'homme véritable, celui-ci, que suit Herzog, il s'appelle Steve Boyles. Je vais essayer de pas être trop long, mais c'est pas facile d'être court sur Herzog. Il s'appelle donc Steve Boyles et il est fasciné par un éléphant qui a été abattu par un connard de chasseurs européens. Je déteste les chasseurs. Au milieu des années 50, cet éléphant, il a une particularité. C'est le plus gros et le plus grand éléphant qu'on ait jamais recensé dans l'histoire de l'humanité. À tel point que sa dépouille, empaillée évidemment, est exposée au Smithsonian Museum à Washington, aux États-Unis. Et Steve, il est persuadé que cet éléphant, il n'est pas tout seul, qu'il y en a certainement plein d'autres qui vivent dans le même coin très reculé et difficilement accessible de l'Angola. C'est donc les Ghost Elephants du titre. Et il décide que il va aller les chercher avec une équipe d'habitants locaux. Et évidemment, Werner Herzog, qui n'a rien de mieux à branler à 80 ans et des brouettes, décide de prendre une caméra et de partir au fin fond de la pampa, plutôt de la savane, pour aller chercher des éléphants qu'on n'est même pas sûr qu'ils existent. Et c'est absolument magnifique parce que, comme toujours chez Herzog, c'est pas juste l'histoire d'un homme face à l'adversité de la nature, c'est une réflexion plus profonde sur c'est quoi la nature et surtout c'est quoi notre place là-dedans. Moi, c'est ça que j'adore avec les films d'Herzog, ces documentaires comme ces fictions, c'est que c'est des films qui me font à chaque fois me sentir tout petit. Et bizarrement, c'est rassurant. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais ça me rassure de me dire bon, finalement, on est quand même pas grand-chose. Je ne vous dis pas s'il trouve les éléphants en question, mais le voyage en vaut clairement la chandelle. Et en plus, soyez heureux, les Français, vous êtes privilégiés parce que c'est un film National Geographic. Donc ça, aux États-Unis, ça sort directement sur National Geographic, et en France, ça sort en salle. Bravo la France. Et bravo les lesbiennes. Allez, toujours. En parlant de lesbiennes. Werner Herzog n'est pas lesbienne, je précise. Non, mais Enola Holmes. Non, parce que son gaydar, il est un peu biaisé. Oui, il faut lui expliquer les choses, effectivement. Enola Holmes 3, est-ce qu'elle est lesbienne, le film de Philippe elle est tellement pas lesbienne que le film s'ouvre littéralement sur son mariage avec le comte de Twickelbjerg, machin bidule chouette. Je me le suis infligé parce que je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu t'infliges ça ? Mais parce que j'ai une légère sympathie. La terre entière s'en bat les couilles de ce film, c'est incroyable. Tu rigoles, ça va être l'un des plus gros succès de Netflix de ce mois-ci. Et qui fournit les chiffres ? Tout le monde s'en bat les couilles. Et qui fournit les chiffres ? Netflix. Ouais, je sais pas, j'ai une sympathie pour ce truc parce que j'ai l'impression que Millie Bobby Brown peut jouer la comédie parfois, mais j'en suis pas totalement sûr. Et c'est des films qui me rappellent que peut-être un peu, pas toujours, mais un peu,
elle peut jouer quelque chose. Elle le fait pas forcément toujours bien, mais il y a quelque chose qui se passe. Bon, le fait est que, et je suis désolé de dire ça, dis-moi si c'est problématique ce que je veux dire, Sophie, elle a eu une métamorphose physique basée sur beaucoup de chirurgie esthétique qui fait qu'entre le 1 et le 3, elle est plus du tout la petite jeune sœur de Sherlock Holmes, elle devient une espèce d'actrice moderne dans un rôle d'époque qui fonctionne beaucoup moins. Je rappelle qu'elle est née au milieu des années 2000. Est-ce que c'est pas juste son âge ? Le fait qu'elle grandisse ? Non, elle fait full botox, gars. J'en sais rien. Il y a eu une vraie transformation physique qui a donné lieu à beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Et ce qui me rend très triste, c'est que, et je me permets de rajouter ça pour pas que ce soit problématique, c'est littéralement une enfant star qui a subi, comme Lindsay Lohan et comme d'autres, un traitement d'enfant star. Donc son botox, il est en grande partie dû à la pression sociale et au fait qu'on lui a dit « t'es une petite gamine au crâne rasé qui incarne ça ». Et donc du coup, elle a fait une full transformation pour pouvoir accéder à d'autres types de rôles. Et c'est en réalité très triste. Bref, en tout cas, je me le suis infligé pour que vous n'ayez pas à le faire ou pour que vous puissiez le faire si vous avez envie, mais sachez qu'en tout cas, c'est le moins bon des trois. C'est le film qui part du principe que vraiment cette espèce de rythmique un peu pop et décalée où on joue avec d'un seul coup, on va rentrer dans la psyché de Enola Holmes où on va avoir de l'animation qui va aller très vite, etc., qui se veut être pseudo Guy Ritchie. Mais en 2026 c'est le Guy Ritchie d'il y a 15 ans, donc ça fonctionne pas. C'est le moins bon des trois, c'est celui qui a le moins de choses à raconter, qui on le rappelle, le premier film avait cette phrase importante en disant je ne veux pas me marier, le film s'ouvre sur son mariage, c'est dire à quel point on comprend bien son personnage. Il y a un truc que je dois sauver, et je terminerai là-dessus, c'est que le film, étonnamment, sur son dernier tiers, part sur un commentaire sur le colonialisme britannique et sur comment il a pillé des pays qu'il avait colonisés. Il en dit rien, mais c'est là. Je me dis que le commun des mortels va au moins le voir et c'est déjà ça. Après, voilà, c'est pas beaucoup plus que ça. Et tu lui as quand même mis la moyenne sur Letterboxd. Mais parce que je passe un moment assez agréable avec Millie la British. Moriarty, c'est une femme noire, elle est badass, pourquoi pas. Henry Cavill, il est emprisonné tout du long, il a une grosse beubare, il transpire. Il y a un moment où c'est des films qui ne sont pas faits pour être chroniqués dans cette émission, qui sont censés être là pour qu'on les regarde de manière honteuse un dimanche soir sous un plaid en disant il n'y a rien d'autre à la télé. Le fait est que là en ce moment il y a la Coupe du Monde, donc mes soirées sont toutes prises, donc je les regarde à un moment où j'ai rien d'autre à faire et je passe pas un mauvais moment. On en a toutes et tous des films comme ça, arrêtez. Alors que pour faire une relecture un peu étonnante et un peu impertinente du mythe, ça se jouait à une lettre, c'était Ebola Holmes. Simon, puisque tu as la parole, garde-la, tu vas nous parler de Carolco, un rêve hollywoodien de Julien Dupuis et Jérémy Fauchou. Oui, c'est un documentaire qui, depuis le 20 juin, est dispo sur OCS Ciné+, donc là-bas, mais par extension également sur MyCanal, mais aussi en physique, vu qu'il a été édité par l'Atelier d'Images, et je tiens à vous le dire parce que c'est un sacré morceau de cinéma sur un énorme morceau de cinéma. La Carolco, ça a été un studio indépendant qui s'est hissé le temps de quelques années au niveau des énormes studios hollywoodiens. Regardez un petit peu ce qu'ils ont fait. C'est des films qui ont bercé votre enfance, votre adolescence, votre vieillesse si vous êtes mort et que vous ne nous écoutez plus. Mais on y trouve Rambo, Rambo 2, Rambo 3, Total Recall, quantité de films. Là où ce documentaire est passionnant, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises des documentaires, puis du boulot de journaliste de Julien Dupuis. À nouveau, il montre qu'avec des moyens qu'on devine assez modestes, il a une équipe qui est capable de faire œuvre de mise en scène, de mise en perspective et de montage, notamment parce qu'il ne va pas nous raconter, j'ai envie de dire, bêtement, chronologiquement, toute l'histoire de la Carolco. Il va nous raconter les dernières années, quand c'est le plus grandiose, le plus fou, le plus baroque, j'ai presque envie de dire le plus romain dans le sens décadent. C'est un documentaire passionnant parce qu'il y a peu de docs qui nous parlent de production, et il y a peu de docs qui arrivent, me semble-t-il, à ce point-là, à allier mélancolie, nostalgie, mise en perspective, réflexion industrielle et un paquet d'anecdotes complètement folles, notamment une histoire de jumbo jet et une autre de muscles qui rétrécissent, qui devraient vous faire tout bizarre et qui vous font également découvrir qu'il y a un film que vous ne verrez jamais et qui manque à votre cinéphilie, c'est Duke and Fluffy, ce film dans lequel Schwarzenegger et Stallone devaient se lécher les roubignoles. Oh. Oui. Je ne sais pas si anecdote véridique. Et on termine avec toi, Arthur, avec Andre is an Idiot d'Anthony Benna. En fait, c'est moi qui l'ai vu, mais je me demande s'il n'a pas fallu que ce soit Nico. Non, je ne sais pas si je peux me permettre de faire cette blague. Je t'explique pourquoi j'ai fait cette blague. Je suis tout oui. Je suis désolé d'avance. C'est un documentaire sur un gars qui dit quand j'avais 50 ans, on m'a dit de faire une coloscopie, je ne l'ai pas fait, et résultat, j'ai eu un col du côlon, et là, je vais mourir. Ok, je me barre. T'es tellement honteux que t'as pas articulé, t'étais oui, bon, ma blague est pourrie.
Le film est très particulier parce que du coup ça raconte vraiment l'histoire vraie d'André qui est un petit con, qui est un petit punk qui vient de la pub et qui s'en fout et qui à un moment est confronté à la réalité de en fait la maladie c'est rigolo 5 minutes et puis à la fin ça devient pas rigolo. Et en fait ça devient très délicat d'être critique de film face à un film comme ça qui relate la fin de vie de quelqu'un où on a des images de lui à la fin où il est tellement amaigri par les traitements et les chimios et les machins que il en devient et en même temps je peux pas m'empêcher de me dire que c'est bien de montrer que la maladie c'est aussi ça, que c'est pas que des grands mélos américains ou c'est pas juste on va y arriver les mains dans les mains, le cœur et là on peut le faire. C'est un film qui est très bizarre, c'est un film qui veut épouser l'esprit un peu de couillon de André et qui joue là-dessus mais qui en même temps à la fin est obligé de se poser des questions sur vraiment la maladie, comment on vit avec, comment on vit avec sa famille, comment on avance, etc. C'est un objet à part, j'ai pas envie d'en dire trop de mal, quand bien même j'ai pas mal de réserves, parce que ça se termine sur exactement ce que vous pouvez imaginer. Donc en ça, je peux pas m'empêcher d'avoir une forme de respect pour André, quand bien même le film a ses défauts. C'est très compliqué d'en parler point de vue critique, mais je voulais en parler parce que c'est une petite sortie qui mérite quand même le coup d'œil si vous en avez marre des grosses bourrineries et que vous voulez voir autre chose que des films d'action, machin. Ça se pose là comme documentaire. C'est vraiment particulier. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, et je m'arrête là, mais pour te dire, il y a un moment où il va essayer de réfléchir à au moment où il a décidé de ne pas faire sa propre coloscopie, il va demander à des acteurs de jouer, ça dure pas longtemps, mais de jouer son rôle. Et donc il prend Steve Carell qui joue son rôle, il y a Seth Rogen qui va jouer le rôle de son meilleur pote, puis il y a Lisa Kudrow qui... Enfin bref. Le mec a le recul nécessaire pour se mettre en scène en train de refuser de faire la coloscopie qui aurait permis de capter qu'il avait un cancer pour lequel il va sûrement mourir. Enfin, c'est quand même un geste de cinéma qui est pas anodin. Donc en ce sens je peux vous encourager et je m'excuse Nico pour ce lancement un peu. Je sais pas si c'est plus ou moins intéressant que j'ai le film de ma coloscopie parce qu'on m'a donné le CD-ROM. Tu l'as fait du coup? Donc moi je l'ai fait il y a longtemps. Maintenant il le passe au Futuroscope. Et puis moi j'adore, j'en fais régulièrement. C'est vraiment tellement agréable. Ne soyez pas surpris de cette vanne les gars quand même. Non mais elle attendu. fonctionne. Je sais pas à quoi ça ressemble. Le film de la coloscopie, je te l'enverrai. T'as un WeTransfer? Ouais, je te ferai un WeTransfer. Envoyez-nous un message en DM si vous 80 gigas. Si vous voulez que je vous envoie, je peux vous envoyer le film de la coloscopie. Vous voulez écrire à 3615 sans trucage. On va peut-être passer au film d'après. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi de la merde. Pour finir, c'est l'heure d'enfiler le juste au corps rouge et bleu et de retrouver la cousine de notre Clark Kent intergalactique. Après le succès public et critique de Superman de James Gunn, voici la suite des aventures de la super famille de DC avec Supergirl, réalisée cette fois par Craig Gillespie, à qui l'on devait moi, Tonya et Cruella. On y suit les aventures de la cousine qui a plus de mal à revêtir les habits de l'héroïne que son super cousin. C'est pas toi la tête à claque du bar? C'est drôle. C'est aussi comme ça que je t'appelle. Bien vu. Supergirl de Craig Gillespie avec Millie Alcock, Matthias Schoenaerts et Jason Momoa. Alexis, est-ce que c'est au niveau du Superman de James Gunn qui nous avait tous enthousiasmés? Non, mais alors, en vrai, tu l'as déjà dit, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est nul. Mais c'est pas juste nul. Et c'est là qu'il y a quand même un vrai problème et une vraie douleur en tant que spectateur. C'est que on nous avait vendu. Et à cette époque-là, je vais pas vous mentir, j'étais très sceptique. Mais on nous avait vendu, quand Warner a décidé de rebooter complètement son DC Universe, on nous avait dit, les gars, attention, on vous met les petits plats dans les grands. On est allé chercher James Gunn, qui est quand même un des représentants les plus fameux de la culture geek à Hollywood, et qui a réussi, mine de rien, à ne pas se fourvoyer dans les productions de grands studios. Et on lui file les clés du machin. C'est-à-dire qu'il est producteur des films, il est directeur artistique des films, il aura même l'opportunité d'en réaliser quelques-uns. Bon, moi à ce moment-là, je vous dis, j'étais très sceptique, mais est arrivé Superman et j'ai bien été obligé de constater que Superman, c'était un super film de super-héros, quoi. Ça restait une grosse série B dans l'esprit, mais qui était originale, bien écrite, drôle, divertissante. Politique beaucoup plus politique que l'équipe créative du film ne l'a assumé par la suite d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, il y avait ce premier coup d'essai, on se disait, en fait, peut-être que la recette James Gunn, elle va marcher. Le film que vous allez voir maintenant, Supergirl, si vous avez le courage de le voir, je dis ça pour les gens qui nous écoutent, parce que nous, on est déjà passé par là, c'est donc un film de Craig Gillespie,
immonde tâcheron à qui je comprends pas pourquoi on file de l'oseille à ce mec pour faire des films, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais surtout, ce film-là, par la force des choses, il a été greenlighté, il a été validé par James Gunn. C'est une obligation vu qu'il est le producteur et le directeur artistique du truc. Donc c'est pas juste atrocement nul, et j'en finirai là pour ce premier tour de table, c'est une petite trahison quand même. Et ça fait mal au cul. Simon. Pour reprendre ton inspiration, ainsi que le disent les TDS et les pilotes de course, il faut savoir que James Gunn s'était engagé à un truc, c'est sous ma houlette, chaque film du DCU, DCEU, enfin bref, chaque film d'ici maintenant portera l'empreinte et la personnalité de son réalisateur. Bon, bah, ça marche quand tu as un réalisateur, mais si tu veux, quand tu as une truite qui était peut-être pas la plus oxygénée de la rivière et qui est sortie de la rivière il y a 7-8 ans, bon, bah, c'est un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que Craig Gillespie, moi je dirais pas immonde tâcheron parce que c'est généralement pas un mauvais technicien, et c'est pas particulièrement un mauvais technicien eu égard à ce que nous propose le genre super-héroïque depuis quelques années ici. Et par contre, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de point de vue. Jamais. Donc c'est très bizarre. Et attention, on n'en est pas au 15e film d'un DCU qui aurait tout pété en termes de succès. C'est le 2e. Donc c'est celui qui doit confirmer l'essai. Qui doit te dire, je vous ai pas raconté de conneries. Quand c'est pas moi aux manettes, les manettes sont bien tenues. Bon, bah elles sont bien tenues, mais par un manchot édenté. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Ça, c'est une première chose. Et avant qu'on embraye sur la deuxième partie, le truc le plus terrible, c'est que si ce film était sorti il y a 15 ou 20 ans, il aurait pu passer pour pas révolutionnaire, pas incroyable, mais foncièrement pas antipathique. Au final, aujourd'hui, il nous dit que même à un moment où les studios sont en train de s'écrouler sur eux-mêmes, même à un moment où le genre super-héroïque ne sait plus où aller, même à un moment où les blockbusters, en général, à de rares exceptions près, sont des cataclysmes économiques, et ben même là, il y a une absence d'exigence, une absence de cohérence qui se retrouve à peu près à tous les postes. Et j'en terminerai en disant... moi, je veux bien qu'un film se vende comme féministe et punk, mais quand il est réactionnaire et bête, c'est dommage. Sophie. C'est compliqué, je vous avoue. Greg Gillespie, je trouve que c'est tellement attachant que son meilleur film, c'est le remake de Fright Night. C'était pas bon pourtant. C'est tellement attachant que le seul film qui allait aux Oscars, c'était pour la pire performance de son actrice principale, qui est Aitonia. C'est tellement attachant que le seul point positif de Cruella, c'est les costumes. Bref, il y a rien qui va dans sa filmo et celui-ci ne fait pas exception. Son film est tellement mal découpé, j'ai l'impression que je le roast, c'est hyper agréable. Son film est tellement mal découpé, je me suis demandé si le découpage a été fait par une IA. C'est vraiment le pire film que j'ai vu depuis hyper longtemps, c'était tellement insoutenable qu'on est parti. Mais c'est pire que Ant-Man 3 par exemple ? Bah, en fait, pourquoi c'est pire que Ant-Man 3 ? C'est parce que je crois qu'il y avait une part de moi qui n'attendait rien d'Ant-Man 3. C'est-à-dire que c'était déjà la fin d'une vilaine gastro. Là, c'était la promesse d'une rédemption. Puis vous savez à quel point moi j'ai une petite passion pour James Gunn, à quel point je le vois vraiment comme un auteur important, quelqu'un en qui j'avais une sorte de foi. Ce film m'a donné envie de redéfendre Birds of Prey en termes de féminisme. Moi, je ne déteste pas Birds of Prey. Moi non plus. Mais moi, j'aime bien Birds of Prey. Je pense que vous devez aller chez l'ophtalmo très vite. Hein. Non, mais je pense surtout qu'il faut réécouter ce que vous en avez dit quand c'est sorti. Hein. Ah non, moi j'avais. Moi, je t'ai pas défendu. Ils sont cohérents. Du bien. Ils sont cohérents. Moi, j'avais défendu le film parce que et je vais le dire en 2 secondes, c'est que Birds of Prey est un film globalement médiocre plus, mais qui a été défoncé pour les mauvaises raisons. Il a été défoncé parce que c'est des meufs dedans, parce que on met le genre au féminin, plus que pour ses qualités esthétiques qui finalement sont exactement les mêmes que ses précédents et ses successeurs. Donc globalement, il a été défoncé par pur sexisme et non pas parce que c'est un film médiocre plus. Et en fait, là, ce qui me gêne, c'est que on nous présente une forme de sororité à l'écran avec une figure de grande sœur brisée et petite sœur guerrière. Cette gamine qui est un prototype de globalement super-héros en devenir, un peu à la Batman de j'ai vu mes parents mourir sous mes yeux, du coup en fait je vais me créer tout un lore pour devenir un personnage puissant et rester à la phase 1. C'est-à-dire que elle n'a aucune évolution et elle reste, ça en devient ridicule parce que là où n'importe quel autre personnage aurait pu être développé, elle en reste à mes parents sont morts, je veux me venger. Et en fait, ça devient, et le mec à côté de moi, à l'UGC Léal, je parle pas d'Alexis, je parle du mec de l'autre côté, en fait, riait beaucoup quand cette meuf, genre j'avais l'impression de voir Princess Bride. C'est-à-dire que c'était juste un ressort comique, un espèce de disque où elle revenait sans cesse sur cette ligne de dialogue-là de mes parents, ils ont été tués, je veux me venger. Et je suis en mode,
putain, c'est comme ça qu'on écrit les personnages féminins en 2026 ? C'est ça que vous voulez ? C'est une meuf complètement destroy parce que pareil, elle a un arc narratif hyper tragique. Donc c'est-à-dire que il y en a un, ça devient Superman, et il y en a une, ça devient une qui est incapable d'évoluer ou de prendre des responsabilités. C'est-à-dire que le féminin, dans ce film, est détruit. C'est du caca. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a rien de cinématographique, il n'y a rien de sororité-iesque, il n'y a rien. C'est de la merde. Et juste pour conclure, encore une fois, vous trouvez que ce film est médiocre ? Franchement, revoyez Birds of Prey, littéralement. Arthur. Il y a un pan du marketing que les gens ne soupçonnent pas, c'est, vous savez, les citations sur les affiches. Alors, avant, fut un temps où on prenait des vraies citations issues d'articles ou de chroniques de radio, de télévision, et on prenait vraiment des segments et on les mettait en avant. Et puis, assez rapidement, on a commencé à aller voir les journalistes en disant vous sortez de la projection presse, qu'est-ce que vous avez pensé du film ? On fait un retour parmi en disant bah voilà, j'ai bien aimé, je trouvais ça que c'était cool, machin. Ah, ok, cool, est-ce que je peux prendre cette partie-là pour l'affiche ? Et moi, j'ai vu, étant accompagné pendant 10 ans, je le suis plus, mais je l'ai vu ce shift arriver, de plus en plus de distrib et de studios qui disent alors, nous, on aurait besoin d'accès sur tel pan. Est-ce que ça vous va si on prend ta citation mais on l'augmente ? Ou alors, te propose la citation. Est-ce que ça te va si on valide ça ? Est-ce que ça te va si on écrit la citation à ta place ? Et je connais les journalistes que je ne citerai pas à qui ça ne pose pas de problème. Évidemment. C'est pas toujours les journalistes qui ont la main là-dessus, c'est souvent l'équipe commerciale. Précisons-le aussi. C'est un truc qui est complexe. C'est un truc un peu plus complexe que ça. En tout cas, le fait est que vous avez sûrement vu les affiches avec la citation de Popcorns. Punk est vertigineux. C'est ça la citation qui est mise sur les affiches du film. Punk, pourquoi ? Punk parce que, oulala, le film commence par Krypton qui fait pipi sur un journal de Superman qui a sauvé la ville. C'est punk, hein. Ça donne le ton tout de suite du film. Et vertigineux, je sais pas, parce qu'à un moment elle s'envole 3 ou 4 fois dans l'espace, mais en fait c'est tellement pas beau que ça rend pas bien. Enfin, c'est pas les personnes du film, mais je veux dire, même côté marketing, ils savent pas quoi en foutre. Même côté marketing, ils savent pas quoi raconter. Je veux pas en faire des caisses pour ce premier tour parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans le deuxième qui va être plus long, mais je rajoute une pièce sur ce que vient de dire Sophie sur le personnage féminin. Non seulement le personnage de la petite sœur, donc comme tu dis, n'évolue pas, on lui donne aucun moyen à aucun moment de progresser. On ne fait que lui rappeler qu'elle fait des erreurs, et à la fin, elle se retrouve dans le même état que le début. Donc, je te paraphrase un petit peu, mais elle ne progresse pas, elle n'avance pas, elle n'apprend rien. Et elle, Supergirl, bah, c'est une meuf un peu destroy qui va finir par, au final, être un peu moins destroy. Mais en fait, je suis désolé, je regarde le film, je comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que vraiment, dans ses interactions avec les personnages, ses interactions avec notamment cette jeune fille-là, je vois pas ce qui l'accroche à un instant pour lui dire je vais arrêter de me bourrer la gueule tous les soirs et d'être malheureuse parce que j'ai quitté ma planète et que ma famille est morte pour aider les gens. Vraiment, en termes de caractérisation, il y a plein d'endroits où ça fonctionne pas. Et c'est qu'un premier pan, j'ai d'autres trucs à dire plus complets parce que c'est quand même malgré tout un vrai échec de film super-héros et un vrai échec pour James Gunn. Mais c'est avant tout un film qui, de base, ne peut pas être greenlighté. Ce scénario ne peut pas partir en production, c'est pas possible en fait. Le scénario de Flash a été greenlighté, tu sais, tout peut être greenlighté. Hein. Mais moi qui ne l'ai pas vu, parce que vous m'avez littéralement découragé de le voir, j'étais censé aller voir ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, genre bon, ça va pas servir à grand chose. Je vais faire la grasse mat. Moi, ce que je comprends dans la bande-annonce, c'est quand même que l'enjeu du film, c'est qu'elle doit sauver son chien, c'est ça ? Alors. Oui, par la force des choses. Son chien a été kidnappé, empoisonné par une espèce de. C'est dire si le film me laisse des souvenirs mémorables. Il a été empoisonné par une bande de brigands de l'espace dont qui est dirigé, voilà le mot que je cherchais, par Matthias Schoenaerts, qui est dans sa meilleure imitation du méchant de Mad Max 2. Avec des piercings partout, parce que ça fait très méchant les piercings. Voilà, parce que c'est punk, Sophie. Mais non, c'est punk les piercings. C'est un film punk où les punks, c'est les méchants. Oui, c'est ça. Non, mais alors que Crème, c'est vraiment un roux torse nu qui a un arc et qui est juste stylé. Et pas en fait, il faut quand même adresser 2-3 trucs parce que le film, techniquement, moi, je n'irais pas jusqu'à dire comme toi, Simon, que si on l'avait vu il y a quelques années, on se serait dit bon, techniquement, ça tient à peu près la route. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve le film absolument sous-éclairé, mais alors à un degré qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une scène sur 2 qui se passe dans l'espace et je ne vois rien. Toi, tu te souviens pas de Green Lantern, hein Non, je me souviens pas de Green Lantern, d'ailleurs. C'était pas sous-éclairé. Mais ouais, j'ai tendance à penser que c'était pas sous-éclairé, pas tant que ça du moins. Pas tant que ça. Il y a des tonnes et des tonnes de moments de pur remplissage scénaristique où les personnages ne font que blablater des choses absurdes. Il y a très peu de décors intéressants, il y a pas beaucoup de DA, mais surtout, moi c'est quand même ça qui me rend ouf.
Les Kryptoniens, parce que c'est ça, c'est une espèce, c'est pas des humains, c'est une autre espèce d'humanoïdes. Les Kryptoniens, ils ont un fonctionnement simple, mais vraiment enfantin de simplicité. Soit ils sont à proximité d'un soleil rouge, ou alors pas à proximité d'un soleil du tout. Auquel cas, ils ont peu, voire pas de pouvoir. Soit ils sont à proximité d'un soleil jaune, auquel cas ils sont virtuellement indestructibles, sauf si tu mets sur leur route de la kryptonite. C'est simple, Supergirl et Superman, ils viennent de la même planète, donc ils ont exactement les mêmes pouvoirs. Il y a un moment dans le film où le personnage de Supergirl boit une boisson empoisonnée, qui donc techniquement ne devrait rien lui faire puisqu'elle est sur une planète éclairée par un soleil jaune dont les rayons traversent toutes les fenêtres de la maison en permanence, et spoiler, le poison fonctionne. Et après elle se fait taper dessus par des brigands, elle a plus aucune force. Je suis en mode, mais pardon les gars, mais... C'est trop bien de voir Lucy se faire taper par des gros méchants. Voilà, mais en fait votre mythologie, pardon de le dire, elle est un peu coconne. La moindre des choses serait de la tenir jusqu'au bout du film. Tu vois, c'est à ce degré-là de je m'en foutisme, parce que c'est ça en fait moi qui me rend dingue avec ce film. C'est à la limite ça pourrait être un film qui tente des trucs, qui a des partis pris hyper marqués, mais malheureusement il y a eu des problèmes de tournage, il y a eu des problèmes de montage, voilà, il y a des choses qui ont merdé, et du coup le film que tu réceptionnes, les partis pris fonctionnent pas. On peut dire ce qu'on veut dans Ant-Man 3, c'est une énorme merde, attention, je vais pas m'inscrire en subversion par rapport à ça. Il y a des partis pris dans Ant-Man 3. Il y a des partis pris sur... Visuel. Voilà, des partis pris visuels qui sont calamiteux dans leur exécution. Et il n'empêche que c'est des partis pris. Voilà, c'est à un moment, il y a des mecs qui se sont dit on va conceptualiser un univers, ils ont conceptualisé un univers. Là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que c'est un film qui a été emballé à la va comme je te pousse parce qu'il fallait remplir un trou dans un planning de sortie. Et moi, c'est ça en fait qui me fait mal. C'est que de me dire que James Gunn, qui en plus, pardon de le dire, avec toute l'affection que j'ai pour lui, James Gunn, c'est pas le mec le plus humble à Hollywood. Voilà, il a bien conscience de qui il est et de l'impact qu'il va laisser dans l'histoire de la pop culture. Le fait que ce mec-là, qui s'est gargarisé d'être le sauveur du DC Extended Universe, qui a éclaté le box-office avec Superman, le fait que le mec il arrive et que ça ne lui pose aucun problème de valider la production de ce truc, moi, ça me dépasse et ça m'énerve prodigieusement, parce que je me dis, putain, pour une fois qu'il y avait de l'espoir, pour une fois qu'il y avait une petite lueur d'espoir dans l'océan de merde qui est devenu le cinéma de divertissement hollywoodien, dès le deuxième film, c'est tué dans l'œuf. Bon courage pour les studios s'ils veulent gagner à nouveau ma confiance, mais à partir de maintenant, je suis en mode méfiance maximale, je ne fais plus confiance à qui que ce soit. Tu vois ce truc là sur le poison, moi, c'est la 2 chevaux de Gaulle, ça me fait le même effet. Mais non, mais je suis d'accord. Mais vraiment, ça me fait le même effet. Bien sûr, ça me fait le même effet. Parce que normalement, dans le cas de Gaulle, c'est plutôt la script sur le plateau qui devrait dire bon là les gars, c'est pas la bonne voiture, c'est pas compliqué. Mettez une Laguna, putain. Vu que le film coûte 50 millions, c'est pas compliqué d'aller chercher une autre voiture. Mais là, c'est au niveau de l'écriture, quoi. Ouais. Normalement, il y a quelqu'un qui devrait relire le scénario et dire attention, on n'a pas changé de planète, on est toujours sur la planète à soleil jaune. Ça peut pas marcher, donc faut revoir votre copie. Et non, tout le monde s'en branle. Simon, peut-être pour conclure. Alors, Arthur a interrogé. Bon, Simon d'abord et Arthur et on finit. Pourquoi est-ce qu'on vous dit que c'est écrit avec le fion ? Eh bien parce que je pense il y a eu un moment d'hubris. Alors est-ce que c'est de la part de Gunn, est-ce que c'est de la part de la Warner ou d'autres producteurs associés ? Je n'en ai aucune idée. Peu importe. C'est le moment où ils se sont dit bon ok, on est sur de bons rails et vous savez quoi ? Mais Supergirl, comme le personnage à part le film de 84 de François Janot-Swark. En fait, on va d'autant plus pouvoir en faire un truc chouette qu'en 2021 ou 2022 est sorti Supergirl, A Woman of Tomorrow. Exactement, ouais. Adaptons-le. Le comics a marché, il a marqué, il y a plein d'idées. On n'a qu'à le faire au cinéma. C'est pas une idée déconnante, sauf que ce qu'ils ont manifestement tous sous-estimé ou pris par-dessus la jambe, c'est le fait que ce comics, ça va pas de soi. De l'adapter pour une raison toute simple, c'est que comme dans le film que nous voyons, il y a 2 personnages, mais en fait Supergirl n'est pas l'héroïne. On voit tout le récit et tout le personnage de Supergirl à travers les yeux de sa jeune compagne. Et du coup, le fait qu'on rentre pas complètement dans ses motivations, le fait que, on la voit, ce qui est quand même une des signatures de DC, comme une déesse, comme une entité, comme un concept, ça a du sens, ça fonctionne. Et ça marche aussi que l'autre soit cette espèce de personnage un peu paumé, un peu perdu, parce qu'elle va être aidée littéralement, ce qui a toujours aussi été dans l'ADN de DC, par ce personnage inspirant. Sauf que là, on est face à un film qui s'est pas posé ces questions-là, qui s'est juste dit quelle scène je garde pas, mince, quel est mon point de vue, quoi. Et donc du coup, ça ne peut pas fonctionner et ça fait exister des choses qui n'étaient pas dans le comics. Typiquement, le film n'arrête pas de se dire, à travers ses répliques, mais aussi à travers son marketing, qu'il est féministe. Mais pardon, vous ne pouvez pas être féministe si votre protagoniste, avant d'être une femme, avant d'être une héroïne, c'est une dominante, une aristocrate, dont un des principaux problèmes n'est pas seulement d'avoir perdu ses parents ou sa planète, mais d'avoir perdu son rang, son statut,
Et ça, en fait, le film le met en exergue parce qu'il est mal adapté. Et donc, en fait, son enjeu, c'est de redevenir une dominante. Bah, pardon, ça, c'est pas du féminisme, c'est du classisme. Et c'est pas un détail, ça rend tout le film débile. Moi, pour finir, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais revenir parce que Sophie l'a dit brièvement, mais c'est un vrai problème. La construction des scènes d'action. Il y a un truc qui est de mémoire, je n'ai jamais vu ça dans un film super-héros. Les combats sont très courts, elle en prend beaucoup plus qu'elle ne donne. Et il y a un truc de vraiment, elle prend cher en permanence, et pas pour nous montrer que c'est un personnage qui va évoluer, parce que même dans le combat final, elle en prend méga dans la gueule. Donc c'est très particulier, alors que tu l'as dit Alexis, c'est une kryptonienne, elle est censée être surpuissante et démolir absolument ce petit brigand de merde qui n'a absolument aucun pouvoir. Je veux dire, il y a un truc qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. Ensuite, je terminerai sur un autre truc, c'est sur la mythologie super-héroïque, parce qu'il faut quand même replacer ça dans le contexte, qu'est-ce que ça raconte, où est-ce que ça se situe, etc. C'est un film qui retient le pire de ce qui a été fait récemment. Il n'a pas d'idée de décor, donc il va reprendre cette espèce de planète en forme de crâne dans les Gardiens de la Galaxie. Vraiment, c'est littéralement le même décor. La scène finale, c'est sur une colline, c'est le même décor que Thor 2. La séquence finale avec l'elfe. Je veux dire, à plein d'endroits, ça reprend le pire de certains pas mauvais films par ailleurs, et même par rapport à la Thor 2 aussi, c'est très mauvais. Thor 2, c'est pas le meilleur, je suis d'accord. Mais les Gardiens, tu vois, il y a des bons trucs, tu vois. Mais il ne saisit pas de ça. Et par exemple, Superman avait une belle idée de mise en scène. C'était une autre manière de vouloir filmer le vol de Superman. Le placement de la caméra, pas subjective, mais en face, etc. On le voit peut-être 3 secondes dans le film et encore. C'est-à-dire que t'es même pas capable de te réapproprier les codes qu'on vient de te réinstaurer. C'est un film qui, en termes de super-héros, n'a plus rien à proposer. Donc on l'a dit, visuellement c'est dégueulasse, c'est sous-exposé, les VFX sont inachevés à plein d'endroits, etc. On n'a même pas parlé de Lobo. Est-ce qu'on a besoin de parler de Lobo ? Je pense pas. On n'a pas besoin de parler de Lobo. Le personnage de Jason Momoa, qui était soi-disant un personnage de rêve, qui n'a absolument aucune présence à l'image, qui n'a aucune forme de caractérisation à part « je veux tuer ce gars ». Pourquoi ? On sait pas. Enfin bref, c'est un désastre en fait. Et ça me rend vraiment triste parce que je rejoins, et on terminera là-dessus sur ce que disait Alexis, on avait une petite forme d'espoir. Je n'avais pas grand-chose à faire, mais quand on voit Superman, on s'est dit « ok, ce qui suit peut être cool ». Peut-être que le film de super-héros, ça sera plus l'hégémonie de Marvel et il peut y avoir des choses intéressantes qui en sortent. Non. Je viens de lire qu'à la fois James Gunn et Gillespie la décrivaient comme une anti-héroïne, ce qui me fait hyper mal parce que je trouvais que peut-être le réalisateur pop culturel qui donnait le plus sa place aux anti-héros, c'était James Gunn, et là vraiment ça fait mal au cul quoi. J'ai une question, Arthur, tu es vraiment en train de suivre la Coupe du Monde? Je sais pas de quoi tu parles. Sur ton ordinateur. Je suis très attentif à tout ce que vous dites. Supergirl de Craig Gillespie avec Millie Alcock, Mathias Schoenaerts et Jason Momoa. Allez donc le voir et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt crypto le super chien ou crypto les super monnaies. Oula. Oui. Bonne vanne, moi j'aime bien. Ouais, vous connaissez la différence entre un homme normal et Superman? Entre un homme normal et Superman, non. Easy. Il y en a un qui met son slip par-dessus ses vêtements. Le pantalon, c'est ça. Bonne réponse de Simon Rio. Bravo Simon. Il y a une vanne là-dessus sur le film. Ah oui. Quand Supergirl rencontre Superman pour la première fois, elle se dit mais pourquoi il porte son slip comme ça? Ça te dit le niveau de tu vois? Ouais, super. S'ils sont au niveau de blague-drôle-humour.com, c'est que... Mais tu pourrais être scénariste à Hollywood, ça veut dire hein? Non, mais ces blagues-là, c'est pas moi qui les invente. Hein. Ah ok, je pensais. Blague-drôle-humour.com. Ouais. Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant. Il en reste un peu plus, est-ce qu'on vous le laisse? Je sais pas, il se passe quoi en Coupe du Monde, Arthur? Là, actuellement, au moment où je vous parle, l'Espagne a marqué un but qui a été refusé parce qu'il y a visiblement une faute, mais vu que je n'écoute pas le match, je peux pas savoir. Non, blague à part, vu qu'effectivement, je suis absolument addict à cette Coupe du Monde, mais comme à chaque Coupe du Monde par ailleurs, bref. J'ai pas le temps de regarder grand-chose. Néanmoins, il y a le retour d'une série que j'attendais et que j'ai regardé, et putain que les 2 premiers épisodes sont assez incroyables. C'est House of the Dragon saison 3. C'est non seulement c'est au niveau, mais moi je trouve que les 2 premiers épisodes sont fous. Je trouve que la mise en action et le début de la surenchère de la violence et le fait que c'est que le début, enfin moi je suis sur les fesses. Je crois que Simon n'est pas d'accord avec moi, mais moi vraiment j'adore ce début de saison. J'ai l'impression que ça aurait pu être la fin de la saison 2 par ailleurs, et j'ai hâte de voir ce que ça mène, parce que quand on connaît un peu le bouquin et là où ça va aller, je pense que ça ne peut pas aller en décrescendo. Or, c'est déjà très puissant sur les 2 premiers, donc moi je suis très client. Mais vas-y Simon, démontre la série. Non, écoute, moi on m'a toujours dit n'en dégoûte pas les autres. Mais c'est de la merde. Bon, on t'a dit. Ouais. Non, je suis pas sûr que ce soit ton mot, ton credo habituel. Pour l'instant, je trouve que c'est écrit et monté. Je comprends même pas comment et pourquoi c'est fait de la sorte. Je trouve ça très embarrassant. Quelqu'un d'autre? Non, ce sera la seule reco de la semaine, je pense. Ah si, Simon peut-être un petit truc quand même. Et a ouvert la bouche.
Ah oui, si, je viens de lire un bouquin que je vous recommande. On a panthéonisé Marc Bloch. Je vais vous parler d'un livre d'histoire ou d'anthropologie historique, on va dire qu'il est dans la continuité donc de l'école des Annales, qui est écrit par Pierre-Olivier Dittmar. C'est édité chez Gallimard. Ça s'appelle L'invention de l'animal. Et alors déjà, je précise, c'est vraiment très accessible. Il n'y a pas besoin d'être historien ou féru de publications dans ce champ pour pouvoir s'y frotter. C'est sur un truc absolument passionnant qui a des répercussions incroyables. En fait, il faut savoir que grosso modo à la fin du Moyen-Âge, alors bien sûr, ça se joue pas d'un coup, mais jusqu'à donc assez tard dans l'histoire de l'humanité, les animaux n'existaient pas. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il n'y avait pas de chèvres, de cochons ou d'ancêtres à notre classe politique. Ce que je veux dire, c'est que le concept d'animal n'existait pas. On ne les pensait pas comme un groupe différent des humains. C'est la raison pour laquelle on pouvait faire un procès à une chèvre ou à des sauterelles. Bien sûr, on se disait, tiens, voici le cheval, voici le machin, mais il n'y avait pas de différence de nature fondamentale. Et donc, l'ouvrage essaye de comprendre et de nous mettre en avant pourquoi est-ce qu'à un moment on ne différenciait pas et d'où vient cette différenciation, qu'est-ce qu'elle engendre, et surtout, quand on dit il y a d'un côté les animaux et d'un côté les humains, y a-t-il encore quelque chose d'humain chez les animaux, et est-ce que comment l'humain considère sa part d'animalité? C'est très facile à lire, c'est exceptionnel. Alors par contre, c'est un beau livre qui coûte une 30aine de balles, mais parce qu'il y a un gros travail d'illustration, de reproduction, qui est absolument magnifique. Et bien voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve comme chaque semaine lundi pour les actus, mardi pour notre film de patrimoine. Il sera question d'aller taper bien au fond. Et bye les amis, et gloire à Jeanne. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, dis donc, t'es bien pressé, toi, je dois. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.